bienvenue dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour à tous. Hello, ouais, je vous entends enfin. Salut. Bonjour tout le monde. Bon, l'idée, je fais une intro rapide, on peut faire un petit défi d'introduction rapide de chacun, mais je pense que vous avez tous un parcours intéressant, donc c'est toujours un peu le challenge de à la fois expliquer ce qu'on fait de manière résumée. Donc je vais juste passer rapidement ça, puis après on démarre l'échange là sur la structure que j'ai proposée. Pam. Bon, moi, je peux juste vous dire en spécifique, ouais, je suis au Portugal, je travaille en transverse sur l'architecture techno et je veux améliorer les systèmes par la qualité, en partie, mais grandement par la qualité, je pense. Et donc voilà, pour ça que ça m'intéresse de partager en mode communautaire avec vous. Donc voilà, petit défi après 1 minute, mais voilà, c'est 2 minutes, personne meurt. Hein. Si on peut faire un petit tour. Allez, Farah, démarre. Puis ton interview hier, là, c'est bon, tu peux passer en première, là. Allez, à moi. Donc moi, Farah Chachou, j'ai 27 ans et je suis former Head of QA chez MongoPay et Litchi. Donc j'ai quitté l'aventure il n'y a pas très longtemps. Mon rôle, c'est surtout diriger les équipes QA avec une vision stratégique. La particularité de mon parcours, c'est que j'ai fait partie du comité de direction pour MongoPay pour représenter la qualité. Et aujourd'hui, du coup, je vais bientôt rejoindre une nouvelle aventure à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes curieux de savoir où, je vous appelle à me suivre sur LinkedIn et Twitter. Oh là. Voilà pour moi. Bon, 10 heures jusqu'au bout, pas mal, pas mal. Ouais. Toi, Christophe, tu t'enchaînes? Allez, a priori, je suis le papy de la table, 51. C'est l'année pastis. J'ai commencé développeur, je suis dans la qualité depuis quelques années maintenant. Et je continue, je persiste. Alors, après, que dire d'autre? Là, en ce moment, je travaille dans le tête sécurité. Donc, sur le côté vraiment pratique, installation d'outils, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, pareil, LinkedIn, si vous voulez. Ok. Iman, ça t'enchaîne? Oui, donc bonjour à tous, Imane Benlekal, je ne vais pas donner mon âge, je vais juste donner le nombre d'années d'expérience. 15 ans d'années d'expérience, un bon bout en France, depuis 3 ans maintenant au Canada, au Québec. Je dirais que je suis donc oui, j'ai fait des tests, mais en ce moment, je fais plutôt de la qualité. Donc, le sujet m'intéresse énormément. Et disons, ma force, c'est de changer la culture des entreprises vis-à-vis de la qualité et essayer de les forcer à avoir une autre approche vis-à-vis des tests et surtout de la qualité. Voilà pour moi. Ça marche. Olivier, tu prends le relais? Très bien, Olivier, moi, je suis le chef de l'équipe Craft, sous-entendu QA chez Mano Mano, que j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans. Et en fait, toute ma carrière, moi, j'étais plutôt sur le développement. Donc, je manageais des équipes de développement, et puis c'est plus récemment que j'ai commencé à en avoir vraiment marre de la mauvaise qualité dans les projets, voire des tirs d'école dans toutes les boîtes successives où je suis passé. Et j'ai décidé de me consacrer à ce sujet pleinement. Et donc, chez Mano Mano, je me bats pas pour qu'il y ait plus de tests, mais pour qu'il y ait plus de qualité. C'est pour ça que le sujet de cette discussion m'intéresse au plus haut point. Moi, j'essaie de faire de la qualité et d'aborder le sujet des tests simplement de la manière qu'on parlerait du code ou faire des maquettes UX, ça fait partie du cycle de développement. Mais c'est pas ça qui va rajouter de la qualité. Les tests sont là pour détecter les mauvaises qualités, c'est tout. La qualité, elle est forcément en amont. Yes, on a déjà un petit résumé en plus de la discussion, là. Nickel. Ça marche. Arnaud, tu... Ouais. T'entends pas là. Alors, C'est bon. on m'entend? C'est bon, c'est bon.
Ouais. Alors moi, je suis responsable de la stratégie de qualité à la Javanesse, qui est une petite start-up qui a pour particularité donc d'être spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a aussi comme particularité pas inintéressante pour la discussion de ce soir, de ne pas avoir de testeurs et de ne pas avoir de QA. Donc voilà, on partagera sur ce sujet. Et de ce que j'ai entendu des uns et des autres, je pense qu'on est à peu près sur la même page. Mhm. Voilà. Sinon, je vous dis pas mon âge non plus. Ok. Eh ben, Rassure-moi, Jonathan. tu es le papy ou je suis le papy? Non, c'est toi. Moi, je suis de 73. Ah, mince. T'as vu, j'ai pas dit mon âge. On s'est Pas pas mal. compté. Bon, bah, je vais pas te battre, moi, Christophe, hein, au niveau âge. Je suis un peu plus jeune quand même. Mais petite dizaine d'années quand même en dessous. Bah, moi, c'est Benjamin Butel. Je suis coach test chez Klaxoon. C'est 15 ans que je travaille dans le milieu de l'IT et plus globalement tout ce qui est lié au testing, assurance qualité. Et ce qui me motive effectivement à travers les différentes communautés, hein, que ce soit Mr. Testing, la taverne, tout ça, c'est effectivement d'échanger autour de la problématique de la qualité. Et je veux rejoindre un peu, pour moi, le test est un outil parmi d'autres pour détecter effectivement la mauvaise qualité. Mais la qualité, ça va bien au-delà de l'aspect pur testing ou outillage. Du coup, donc voilà, hâte de voir ce qu'on va se partager ce soir. Yes, merci. Oh, c'est cool. De quoi partager, je pense largement. Bon, ça, je vais le passer. De toute façon, les meet-up vont reprendre bientôt, donc mon slide, il va plus être valide. Les gens vont commencer à se revoir, donc je vais devoir l'actualiser. Bon, je trouverai autre chose, c'est pas grave. Voilà, après, juste moi, ça, les RR, je pense que vous avez déjà vu, mais voilà, il n'y a pas d'objectif commercial à l'échange. Voilà, vous pouvez partager des noms d'outils, des choses comme ça, mais le but, c'est pas que A vende à B ou à C, mais je pense pas que là, de toute façon, c'est dans les profils d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Voilà, après, pour pouvoir trouver les différents contenus sur les médias, le but, c'est pas non plus moi de faire ma pub, donc je passe. Du coup, ouais, j'avais proposé là sur base des échanges et un peu du sujet un peu les 4 questions pour orienter la discussion. J'en ai mis dans bonus, on verra si on a le temps. Je sais pas, à mon avis, on peut discuter pendant des heures des premiers sujets, je pense. Donc sur la forme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un slide par question. Je vais essayer de timeboxer le temps par question, mais honnêtement, si on sent que la discussion est intéressante sur des points, je ne vais pas couper bêtement le parcours. Et donc sur la forme, ce serait que sur un sujet, si comme vous avez avec vos divers inputs, vous avez parfois rempli certains slides de plus ou moins, si vous sentez à l'aise pour démarrer la discussion sur un point, et puis après, dans l'idée, voilà, si la conversation va naturellement vers une autre personne, eh ben, très bien. Si vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir intervenir, utilisez le hands et moi je ferai on va dire le modérateur pour essayer de caler ça. Ok? Ça marche. Donc j'avais choisi moi sur la première question, peut-être déjà comme autour du titre, comment faire de la qualité synthèse, de mettre un peu le contenu autour de c'est toi, j'avais vu Christophe que tu avais mis ça sur qu'appelle-t-on le test déjà, et du coup, qu'est-ce qu'est la qualité, qu'est-ce que n'est pas la qualité avec les tests, etc. Donc, je sais pas si l'un de vous est chaud pour démarrer un thread là, sur l'un des points qu'il y a là. Il y en a pas mal hein, d'ailleurs. Donc, Moi, j'ai une constatation que ouais. je fais depuis pas mal de temps. En fait, la plupart des groupes, je sais pas, par exemple, Ministry of Testing, il y a le mot testing dedans. Mmh. Et j'aimerais bien avoir un Ministry of Quality, un truc comme ça. Où, déjà, dans le titre, on sait déjà qu'il y a un biais qui est on va parler que de tests et on va se focaliser sur les tests, sur la technique de test. Et en plus, en général, j'ai trouvé que ces groupes étaient souvent peu représentés par des développeurs. C'est souvent des testeurs de métier. Mmh. Alors que, en tout cas, chez ManoMano, moi, pareil, on a éliminé le rôle de testeur. Tout le monde est un testeur. Moi, je suis un testeur. Le CTO est un testeur. Les gens du produit, UX, de la sécu sont des testeurs. Mais c'est pas un métier chez nous. C'est le rôle de tout le monde. Ça fait partie de. Quand j'écris un document Word, je le teste, quoi. Je le relis. Ça fait partie du truc. Et du coup, je trouve que dans l'industrie de la QA, en fait, on parle beaucoup trop des tests finalement. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou Il y a 2 points que tu dis là-dedans. D'une part, je dépile.
à mon sens, c'est la fonction testeur qu'il n'y a pas chez toi, mais le rôle est présent. Pardon, oui, c'est Pourquoi? la Parce qu'en fonction. fait, voilà, exactement. L'activité est présente, du coup, Christophe, si on le reformule. Ensuite, ce que tu dis comme ça, c'est que tu fais le constat comme quoi, en fait, il n'y a plus de qualité, on parle plus que de test. Là, c'est directement, en fait, je pense, historiquement, parce que j'étais aussi directeur qualité dans au moins 2 boîtes. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, la qualité est enfermée dans une étoile de tour d'ivoire, bien malgré elle. Elle est victime un petit peu de ce qu'on appelle une malédiction. Grosso modo, quand on est dans les processus et compagnie, on sait, et les autres, du coup, on se rend compte qu'ils ont un problème de maturité. En fait, et si bien que j'ai appris une espèce d'adage qui est une espèce de blague, en fait, qui est la différence entre un qualiticien et un terroriste. Avec un terroriste, on peut négocier. Et du coup, de fait, la qualité, avec un grand Q, on va dire, quoi, est morte de fait. Et maintenant, on ne parle plus que de test parce qu'on s'intéresse au produit. Mais en fait, c'est par le biais du test que maintenant je fais la qualité. Il y a ça, Christophe, et puis j'ai l'impression, Olivier, que ta vision, elle est très orientée aussi au monde du logiciel. C'est que le terme qualité dans l'industrie, je pense au médical et tout, c'est rarement le logiciel qui est le premier levier. C'est souvent le côté vraiment pur métier, à savoir, là en médical, est-ce que les machines, est-ce que les produits manipulés ne vont pas tuer des gens? Et c'est pas du soft derrière. C'est de la manipulation biologique, chimique, et souvent le terme qualité dans ces sociétés-là est réservé plutôt pour ces processus qualité-là de production de matière, de production de choses concrètes. Et le logiciel n'est qu'un outil parmi d'autres pour venir supporter le métier. Et donc, du coup, c'est difficile de dire, bah, tiens, il y a le testeur logiciel qui fait partie de la qualité, alors que pour beaucoup de gens dans ces sociétés-là, la qualité, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, je pense qu'on est aussi à confronter des mondes différents Oui. et des approches différentes. Et donc, le test subit peut-être aussi ce raccourci-là derrière. Et pour le Ministry of Testing, je pense que ça va être très compliqué de faire bouger la marque, hein. Bien sûr, Au passage. Totalement. Mais en fait, moi je rejoins assez Olivier, dans le sens où aujourd'hui, on sait à quel point les nomenclatures, que ce soit des départements, des organisations, en fait, ont un écho et sont compris d'une manière ou d'une autre par les autres, en tout cas par les autres équipes. Et c'est ultra, ultra important, en fait, de peut-être enlever cette connotation test quand on veut avoir plutôt des QA ou peut-être même autre chose. Et d'ailleurs, là-dessus, je ne sais pas si vous le savez et si vous l'avez déjà remarqué, mais chez Google, ils ont enlevé totalement le département QA et le département test et ils l'ont remplacé par un département qui s'appelle Productivity Engineering parce qu'en fait, l'idée derrière la qualité en elle-même, c'est avoir de la vélocité pour ne pas gérer les bugs et plutôt ramener la productivité sur la partie innovation. Et du coup, ça fait sens et ça peut englober beaucoup, beaucoup de choses et ça donne une autre image qui n'est pas celle du test. En tout cas, moi, à mon avis, il faut faire ultra, ultra gaffe aux nomenclatures qu'on veut donner à Saint-Paul si on ne veut pas avoir comme unique mission le test ou en tout cas d'être connoté uniquement par le test. Mais maintenant, en fait, j'ai même pu voir qu'on appelait qualité, c'était plus qualité qu'on trouvait le terme, c'était performance. pour dire la même Il y chose. a, Puisque oui, et il y a même par exemple aujourd'hui d'autres manières de faire les choses. Par exemple, la partie reliability qui aussi résonne énormément. Avant, il y avait tout ce qui est SRE. Maintenant, il y a aussi les CRE. Je ne sais pas si vous avez également entendu parler de ce métier, mais c'est un métier qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait faire sur la partie shift left pour la QA. Donc, c'est toute la partie observabilité. Et l'idée derrière, donc c'est ce fameux CRE, c'est plus System Reliability Engineering, mais plutôt Customers Reliability Engineering. Donc, comment on s'assure que toute la partie autour de l'utilisateur, elle est fiable, elle est robuste, elle est durable sur le temps. Et donc, du coup, là-dessus, en fait, pour moi, c'est comme ça, par de nouvelles missions et par surtout cette nomenclature de poste qu'on va pouvoir changer un petit peu la vision
que ce métier pourrait donner aux autres départements ou même en général. Alors, c'est Site Reliability, c'est un système. Mais effectivement, la VOC, la Voice of the Customer, est cruciale. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je vais me hasarder à une analyse. Je pense que la façon dont on développait du logiciel traditionnellement avec des cycles longs faisait qu'effectivement, il y avait une phase de test, voilà, qu'il y avait des testeurs. Ensuite, il y a eu une évolution due au cadre agile, Lean, DevOps, qui fait qu'effectivement, les choses se sont accélérées. Et que du coup, les testeurs, si tu livres 50 fois par jour, c'est compliqué pour eux de dire attendez une semaine que je teste le truc. Donc forcément, on a encore, à mon avis, besoin de testeurs. On est tous des testeurs en puissance, mais surtout, la qualité comme responsabilité partagée par tous, elle s'impose. Parce que voilà, on ne peut pas faire tester son boulot par quelqu'un d'autre. On peut, voilà, donc on a besoin de faire prendre conscience à tout le monde que l'inspection, elle est nécessaire, mais que si on trouve un bug et qu'il n'y a personne pour le corriger, la qualité, elle reste la même. Donc, et on passe de ça à plutôt que de s'apercevoir tard qu'on a un problème avec le produit, on va essayer de pas créer le problème dans un premier temps et voilà, et du coup de raccourcir le feedback et toutes les pratiques de pair, par exemple, qui était un truc qu'on voyait pas du tout avant, se démocratisent vachement. En fait, désolé pour le bruit. Le plus gros problème, moi j'ai travaillé 6 mois comme testeur en plein milieu de ma carrière. Après avoir managé les équipes de dev, je me suis retrouvé testeur parce que j'habitais en Chine et c'est le seul boulot dans l'IT que j'avais trouvé à ce moment-là. J'étais parti avec des a priori, donc c'est pas un truc que j'avais forcément envie de faire, mais je me disais pourquoi pas. Et ça m'a appris énormément effectivement sur la partie test, mais sur le fait que en fait, filer un travail mal fait à quelqu'un d'autre, pour moi, ça m'inspire un sentiment de honte en tant que développeur. Et malheureusement, ce sentiment de honte chez les développeurs, je ne le vois pas chez tous les développers. Les développeurs qui trouvent ça normal. De balancer de la merde, en fait, c'est ça. De balancer, c'est ça, over the wall, un truc dégoûtant. Parce que c'est aussi l'écosystème, Olivier, dans lequel ils sont, dans lequel ils baignent, aussi, qui les amène à un moment donné à dire, bah voilà, moi je suis développeur pour bouffer, parce que finalement, quel est l'intérêt? Parce que si je veux faire des choses correctes, propres, finalement on me dit, bah non, faut aller plus vite et on s'en fout, quoi. Il y a ça, effectivement. Il y a eu souvent ce discours-là, en tout cas, je pense qu'il existe encore, malheureusement. Et du coup, tu as un biais cognitif qui est plus ou moins installé de, bah, on peut se permettre de faire de la merde, puisque de toute façon, on s'en fout, quoi. Effectivement. Mais là-dessus, excusez-moi, mais moi là-dessus, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est à l'ingénieur assurance qualité de faire les tests? Est-ce que c'est lui le testeur ou est-ce que c'est pas forcément de ses missions? Moi, c'est des questions que je me pose assez souvent et je pense que la réponse réside aussi par là, responsabiliser un peu les autres départements. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je suis pas convaincue que tester est le rôle de la QA. Ce qu'on a mis en place chez ManoMano, c'est tout jeune, hein, ça date de novembre. On a acté et annoncé au niveau de la boîte qu'il n'y avait plus de testeurs. Il n'y a pas des jobs de testeurs chez ManoMano, ça n'existe plus. Il y en avait avant. Et chaque équipe produit est responsable de la qualité de leur production. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est la responsabilité. Moi, j'ai vu beaucoup d'équipes se défausser en termes de qualité. Ah oui, on a un gros incident en prod. Oh là là, mais qu'est-ce que la QA a mal testé. C'est la faute de l'autre équipe qui n'est pas là, en fait. Exactement. Et ça, je l'ai vu dans des réunions post-mortem. Je l'ai vu tellement de fois que c'est devenu assez amusant à force. Donc, on a décidé de mettre là-haut là. Et donc, maintenant, la responsabilité est clairement sur les équipes. Et nous, en tant qu'équipe qualité, on est là pour les accompagner en amont
sur la façon de travailler. Et en fait, j'ai envie de dire, si on a quelque chose à tester, c'est pas des code bases, ce qu'on doit tester, ni des produits finis, c'est la manière dont les gens travaillent. C'est plutôt ça qu'on doit tester. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour que les gens puissent, au-delà de la responsabilité, être actifs vis-à-vis de leur qualité? Alors déjà, on a mis en place un système de tracking. Alors c'est très très réactif. On a construit un système de tracking des anomalies de production. On est vraiment très très loin dans la chaîne. Et ensuite, on essaie de remonter un peu la pente. Donc, de se dire, OK, vous avez beaucoup de défects. Déjà, il faut les corriger. Ça, on a beaucoup de mal. Puisque des équipes qui ne sont pas habituées à travailler en dehors de leurs nouvelles fonctionnalités pour atteindre leur sprint goal et tout, déjà, ça les fait sortir de leur zone de confort, d'avoir d'autres trucs à traiter. Et ensuite, la deuxième étape, c'est, OK, maintenant, vous avez beaucoup de défauts. En plus de les traiter vite, maintenant, est-ce que ce ne serait pas judicieux d'en avoir moins, d'en créer moins? Ouais, mais OK, vous êtes sympa, mais comment on en crée moins? Et bah déjà, peut-être en travaillant mieux sur la définition des user stories, sur la définition des critères d'acceptation par différentes techniques, example mapping et autres, je ne vais pas vous apprendre. Et effectivement, il y a de la résistance, il y a beaucoup de résistance. Ouais, mais on n'a pas le temps, blablabla. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire, notre stratégie, c'est de travailler en priorité avec les équipes qui sont volontaires, qui sont déjà remises en question, qui demandent expressément de l'accompagnement. C'est ces équipes-là qu'on va aider. Et ensuite, on utilise ces success stories pour montrer aux autres équipes que vous voyez, grâce à la mise en place de la méthodologie BDD, cette équipe a réduit son nombre de défects de 20%, par exemple. Je sais pas. Et c'est très bon. Et tu as essayé la notion c'est dans SRE où Google parle de notion de error budget. C'est une notion que je trouve assez intéressante parce qu'en fait, ça remet un petit peu les choses à leur place. Grosso modo, OK, faire réduire la quantité de bugs, bien sûr, ça, le client en est bénéficiaire, mais il se passe aussi qu'en fait, lorsqu'on regarde le problème en amont, les développeurs viennent introduire, bien malgré eux, de la dette technique qui, bien sûr, lorsqu'il s'agit de corriger un bug, rend encore plus compliqué la correction. Et là, en fait, quand on épluche un petit peu le fonctionnement de presque d'une équipe Scrum, si on parle bien sûr d'un contexte purement agile, c'est le product owner qui est responsable de cette dette technique, en fait. Il est le accountable, tandis que les développeurs sont responsible. C'est la grosse différence. Ce qui fait qu'en fait, bien souvent, quand le développeur dit j'ai pas le temps, c'est parce qu'en fait, il subit la pression du gars là-haut quelque part, quoi. Et du coup, en fait, le fait de dire au product owner, voilà, tu as le droit d'envoyer de l'adobe en production, parce que parfois on n'a pas le choix, il faut corriger, faire un bug fix ultra rapide ou autre. Mais en même temps, du coup, tu sais que tu introduis avec ce correctif qui est fait à la one again, des problèmes qui vont avec, qui du coup seront encore plus compliqués. Et du coup, en fait, ce que j'ai trouvé élégant en fait dans cette formulation de la notion de error budget euh, de SRE en question, c'est que pour le coup, parce qu'il y a la notion de finance implicite qui est en fait payée directement sur le fait que plus on introduit de la dette technique, plus ce sera long de rajouter des fonctionnalités. C'est donc bien quelque part au PO de dire, OK, là, ce coup-ci, on va essayer de réduire cette dette technique et faire en sorte à ce que ce bug fixe qui a été fait à l'arrache, on puisse se donner le temps de faire une route cause analysis et essayer de. Très intéressant, je prends note. C'est un modèle que je ne connaissais pas. C'est un modèle qu'on a sur les objectifs de stabilité du site, effectivement, puisqu'on a une équipe de SRE. Et en fait, on veut avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, 98% de stabilité sur le trimestre. Et donc, on est capable d'avoir un prévisionnel pour savoir qu'on peut dire aux équipes, voilà, là, vous avez déjà consommé 50% de vos pannes. Exactement, du trimestre. Il vous reste pas grand-chose. Je trouve intéressant là, dans vos échanges, Farah, Christophe et Olivier, c'est que dans les trois visions, quand même, ça ne peut fonctionner que s'il y a une adhésion du management et du top management. J'ai quand même ce sentiment-là. Pour pouvoir justement fonctionner soit sans QA, soit comme Farah l'a très bien démontré dans le podcast, directement avec l'adhésion du comité de direction et tout, il faut qu'il y ait une prise de conscience à haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, je sais pas, Iman va peut-être mieux dire un peu ce qui se passe outre-Atlantique, mais en France, j'ai quand même ce sentiment que
ce fonctionnement déjà client-prestataire qui est quand même assez, qui rayonne beaucoup, ça paraît peu compatible, parce que ce qu'on y voit, c'est que du pur business, 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 net et méchant. Mais quand je dis business, c'est business projet, hein, pas business métier, produit, business projet. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans des contextes non agiles et prestations, mais j'ai cru comprendre par divers échanges que ça n'a pas beaucoup évolué en 5 ans. Et je pense que déjà, rien que par ce biais-là, par cet organisationnel-là, par ce contractuel très fort là, la qualité, elle est biaisée. Donc le test devient une sorte finalement de mascarade pour combler les manques et essayer de mettre en visibilité ce que machin a mal fait dans son contrat. Mais dans les faits, le produit, on s'en tape, et parfois même les utilisateurs, on C'est s'en tape. extrêmement vrai, tout à fait vrai. Et à tel point que, en fait, sur le papier, moi, j'avais le sponsor de la direction pour me diriger vers de l'assistance qualité plutôt que de l'assurance qualité. Et en fait, dans les faits, malgré le fait que c'était déjà acté, je suis arrivé à un point où on venait me voir en disant: «Ah, il y a eu des incidents sur tel truc, où sont les tests auto?» Bah, va voir les développeurs sont responsables des tests auto, c'est ce qu'on avait dit il y a 3 mois. Non, non, mais faut qu'on avance là-dessus. Ouais, c'est le discours et le réflexe, en fait, c'était un peu la contradiction, quoi, c'est ça. C'est ça, en fait. Moi, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec vous. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas simple d'avoir une direction qui est d'accord avec la définition qu'on voudrait avoir. Sur quoi je suis pas d'accord, c'est que je pense que nous avons un rôle, en tout cas quand on a une casquette de dirigeant, on a aussi le rôle et la responsabilité de porter le bon discours pour pouvoir actionner des changements auprès des directions. Parce que si on va voir la direction et qu'on parle que test, qu'on parle que couverture, c'est totalement normal que la direction nous met dedans. Par contre, si on va à la direction et qu'on parle, par exemple, coût financier des incidents, par exemple, on peut parler également de coût de non-qualité d'un service externe. Voilà, en fait, ou par exemple, notre capacité à être innovant et de sortir X release par mois. En fait, pour moi, on change le paradigme du discours et on accède à un autre niveau parce que du coup, on parlera le même langage. Du moment où on leur parlera de couverture, de tests, d'automatisation, bah, ils nous répondront par les mêmes mots. Et donc, en fait, il faut changer sa posture, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Après, du coup, si juste on revient un petit peu à la qualité en elle-même, moi, je pense que il faut aussi se poser la question sur le pourquoi initial de la qualité. Si on revenait sur les définitions de la qualité, bah, moi, j'ai ouvert la roue ce matin pour voir un petit peu, entre guillemets, d'un point de vue plus définition littéraire, que veut dire la qualité, et on voit que c'est l'ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature. Donc, à ce qu'on attend. Et donc, ce quelque chose, c'est ça qui nous intéresse, nous, les QA, en fait. Ce quelque chose, ça peut être la qualité de la production, la qualité de la spécification, la qualité de la chaîne de développement. Ça peut être énormément de choses. Et du coup, je pense que c'est aussi à nous de changer un petit peu ce champ des possibles et de l'actionner dans ce sens-là, quoi. Comment tu fais concrètement, Farah, dans ces cas-là, dans des contextes très complexes? Je vais prendre un exemple sans citer la personne, mais le monde des télécoms. Je te garantis qu'un système d'information comme le monde des télécoms, tu n'iras pas voir, allez, on va le citer, Monsieur Richard, tu n'iras pas le voir en direct et tu ne vas rien lui convaincre de rien du tout. Hein. Et tu n'auras même pas l'occasion de voir le moins 10 de Monsieur Richard. Bien sûr. Bah, en fait, pour Monsieur Richard, en fait, c'est ce que je disais d'ailleurs dans le podcast avec Antoine. Je pense qu'en soi, il faut aussi choisir le terrain dans lequel on veut travailler. Il n'y a pas tous les terrains qui sont aptes au changement. Et malheureusement, bah, s'il y a des entreprises aujourd'hui comme ça et qui ne sont pas aptes au changement, bah, il faudra les fuir. Et les meilleurs iront ailleurs. Et c'est aussi comme ça. C'est la loi c'est la loi du monde, en fait. Si tous les meilleurs... Comment tu fais, Farah, quand la majorité en fait, des entreprises sont dans ce cas-là? Parce qu'en fait, là, Ça, là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les bons terrains, ça existe. Et moi, j'en ai connu chez MongoPay, chez Litchi, mais là où je pars aussi, je pense qu'il y aura un très bon terrain, même si j'y arrive pas encore, mais j'étais chez Dassault Systèmes avant et sincèrement, il y avait un très très bon terrain aussi pour la QA.
Et je pense que ça existe, en fait. Faut pas être aussi ultra pessimiste. Après, il faut pas aussi chercher le changement radical du jour 1. Ce qu'il faut faire, c'est comment peut-on ramener un changement graduellement. Et ça, en fait, il ne faut pas arriver avec ses gros sabots au premier jour et dire aujourd'hui, on veut changer de posture. Là, je donne un exemple concret. Chez MongoPay, ce qu'on avait fait, par exemple, au départ, nous, on voulait absolument qu'on travaille sur la qualité de la spécification et non plus juste sur l'automatisation. Ben, on n'est pas arrivé à être dans le shift left sur ça dès le jour 1. Au départ, on a juste cherché à être notifié, puis après, on a cherché à être consulté, puis après, on a cherché à devenir decision maker là-dedans. Mais on n'est pas arrivé en un jour en disant coucou guys, on veut absolument que toutes les spécifications passent par nous. Parce que là, en fait, directement, vous allez avoir un blocage du type ah ben ça va devenir bottleneck pour nous, ça va prendre plus de temps, etc. Et donc, il faut aussi ramener le changement graduellement et ne pas chercher la perfection du premier jour, parce que c'est aussi comme ça qu'on change les choses, quoi. Après, moi, c'est comme ça. Là, tu parles justement de contextes très spécifiques, identifiés, dans lequel il y a peut-être un terrain de jeu favorable. Mais si on revient au point de départ d'Olivier, qui était de dire bah, il faudrait changer et dire qu'il ne voulait plus parler de testing, comment dans l'écosystème, alors on va rester francophone, on ne va pas monter au niveau mondial, comment tu insuffles une dynamique du changement global pour que dans les appellations, il n'y ait plus de testing, dans tout ça. Je pense qu'avec des structures aussi grosses, et je pense qu'on peut prendre tout le 440, je pense qu'ils vont être tous sur la même forme, d'accord? Dans les faits, il n'y a rien de ce que tu dis là qui me semble possible sur les entreprises du 440, très honnêtement. Est-ce que je peux tenter une réponse? Vas-y, Arnaud. Après, moi, je veux bien rebondir aussi. Il y a Iman qui voulait parler. J'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. Ça marche. Alors, très court. Je pense que depuis tout à l'heure, voilà, déjà, on est d'accord sur le fait que ne prendre la qualité que par le prisme du testing, c'est pas une bonne chose. On sait tous que c'est important, plusieurs types de tests à plusieurs moments, par plusieurs personnes, à plusieurs niveaux. Par contre, comment on peut faire évoluer les choses? Moi, en tout cas, du bout de ma lorgnette, ce que j'essaye de faire, alors, ça va pas. Alors, moi, j'ai la confiance de la direction, donc j'ai les coups des franches. Et ce que j'essaye de faire, c'est projet par projet, j'essaye de faire comprendre aux gens que si on n'identifie pas des exigences qualité, eh ben, elles passeront à la trappe. Par contre, si tu peux les formaliser, si elles font partie des ateliers de spécification, si on est tous d'accord pour réduire les risques que le client il soit insatisfait parce qu'il n'y a pas de conformité sur le fonctionnel ou les performances sont pas bonnes ou la sécurité c'est un gruyère, si on rend visible ces exigences qualité-là, c'est beaucoup plus facile après d'y passer du temps en équipe et de s'y intéresser. Si elles ne sont pas formalisées, si personne n'en parle, effectivement, c'est le bordel. Là, pour moi, ce que tu évoques, c'est directement sur une culture. Mais Iman, tu voulais parler? Oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure et qui va peut-être nous mettre tous d'accord. En fait, tu as dit quelque chose de très important, Arnaud. Oui, l'informatique a bien évolué et il a changé. Pendant très, 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 très longtemps, l'informatique était au service, était là pour les entreprises. Aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le monde, c'est que les entreprises se digitalisent. Donc, leur produit, leur raison d'être devient informatisé. Donc, dans des environnements comme MongoPay et des choses comme ça, il me semble que c'est complètement online, c'est informatisé. Donc, ça va être plus facile pour eux d'avoir cette culture. Je dis plus facile, ça ne veut pas dire que c'est fait, hein, on s'entend. Hein. Ils vont aller vers cette tendance qualité informatique. D'accord? Une grande différence des grandes entreprises et des grandes structures qui existent depuis très longtemps, où elles, leurs produits n'étaient pas digital et que l'informatique était là pour autre chose. Donc là, avec la Covid, c'est en train de changer, un petit peu chambouler tout ça, qui fait que les entreprises d'avant sont même en train de digitaliser leurs produits de vente. Donc, il y a tout un état d'esprit
qu'il faut changer et notre rôle dans ces entreprises-là, c'est de les accompagner et de faire en sorte que l'informatique qui est comme IT Crowd au sous-sol, ben, remonte. Il n'est pas là pour le service, il est là avec l'entreprise. C'est ensemble qu'on va travailler. Et, la difficulté, elle est effectivement ici, parce que, donc je rebondis aussi sur ce qu'Olivier disait, oui, les QA vont, alors j'aime pas ça, mais c'est vrai que c'est la vérité. Les QA vont accuser les développeurs vont livrer des choses qui sont pas très bien. Mais encore une fois, là, on est encore en train d'analyser et juger côté projet. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau projet, c'est tout le monde qui est concerné. C'est la haute direction, c'est l'entreprise. Donc, si les CEO, les PDG, le top management ne comprend pas et toutes ces personnes-là ne comprennent pas que leur objectif, il est commun et il est unique, on va aller forcément dans tous les sens. Et chacun va tirer la couverture dans son sens. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire à chaque fois que j'interviens, c'est essayer de faire parler vraiment tout le monde, mais leur faire parler et leur faire regarder le même objectif, pas son objectif à chacun, parce que sinon, chacun va aller dans tous les sens. C'est ce que je voulais dire. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Eman, et peut-être aussi pour donner des éléments de réponse pour Benjamin qui disait comment on fait pour les CAC 40, etc. En fait, pour moi, je pense que dans la société, dans les entreprises, c'est exactement comme ce qu'on voit dans les équipes. C'est-à-dire, il faut, tout à l'heure, Olivier l'a bien dit, il faut actionner par l'exemple, aller vers les bons élèves, les accompagner et montrer par l'exemple que ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait des petits changements peut-être au niveau des équipes, puis après au niveau des organisations, puis après au niveau des entreprises. Puis après, on a des entreprises qui font des exemples et que d'autres entreprises soient en capacité de pouvoir adopter ces exemples-là. Mais de toute manière, clairement, on ne peut pas arriver du jour au lendemain en disant on va changer tout le CAC 40. Ça ne sera pas possible sur la notion de qualité, etc. Mais je pense que typiquement, si les experts qui ont une vraie vision aujourd'hui opèrent dans des entreprises sur un environnement qui est favorable et montrent l'exemple que la qualité logicielle et la qualité, l'assurance qualité, c'est largement plus important que juste le test, que ça va être du shift-left, du shift-right, etc. Et, moi, je suis convaincue qu'on est en capacité de le montrer, de changer les choses. Parce que les entreprises, après, en parleront. Et là-dessus, par exemple, moi, j'aime bien prendre l'exemple de Stripe, tout ce qu'ils ont fait sur la partie expérience. Stripe, à chaque fois que des personnes ont commencé à faire des API aujourd'hui, vont voir ce qu'a fait Stripe en termes d'expérience, vont voir la documentation de Stripe, etc. Et reproduisent le modèle. Parce qu'en fait, tout simplement, Stripe a énormément travaillé sur ce sujet-là et a fait parler d'elle. Peut-être que demain, on aura une entreprise qui travaillera tellement sur la qualité de service, qui la fera tellement rayonner, que ce sera une entreprise tenue par la qualité, dont tout ce qu'elle peut englober montrera l'exemple et sera fédérée. Mais en tout cas, il faut commencer quelque part. C'est un peu ce qu'a fait Spotify quand il réfléchit, avec toutes les dérives aussi que ça a entraîné. Je fais exprès l'avocat du diable. Tu parles de quoi? Spotify, avec l'organisation Spotify, ou tu parles de quel Bien sûr, oui, ils se sont structurés d'une manière justement à essayer de rapprocher pour le produit, donc en mode start-up et tout, ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a quand même des divergences qui visiblement ont été créées. Alors, on a du mal à déceler le vrai du faux dans les différentes communications autour de ce sujet. Et justement, rien que le fait pour moi d'arriver à avoir une difficulté à discerner ce qui est le vrai du faux montre de toute façon un problème en soi. Donc du coup, est-ce que le modèle est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, quelle scalabilité il apporte? Alors après, les frameworks agiles, on pourra en prendre d'autres. Christophe saura beaucoup mieux en parler que moi, puisque c'est un expert. Tu as sorti un livre, Christophe, je te rappelle. Donc, voilà, sur justement la scalabilité, l'agilité à l'échelle, mais quand il réfléchit, comment transformer des entreprises et tout, moi je reste
pas pessimiste, mais je pense que le niveau, la maturité, en fait, pour transformer tout ça, je pense honnêtement, alors désolé pour Christophe Arnaud, je pense qu'ils ne le verront pas, la conclusion. Ils seront à la retraite avant. Et je pense que moi-même, je serai à la retraite avant. Mourrez au boulot. Non, mais je pense moi-même que je serai à la retraite avant de voir les bénéfices. Quand on voit en 20 ans, parce que l'agilité, je vous rappelle que ça ne date pas d'hier. Hein. Ça a plus de 20 ans, l'agilité, hein, quand on y réfléchit. Et on commence à avoir simplement un début d'effervescence autour du sujet. Honnêtement, le métier de testing, on va en parler encore pendant 20 ans, et peut-être que dans 20 ans, 25 ans, il y aura peut-être effectivement quelque chose qui émergera. Mais je pense que, personnellement, moi, je pense que je ne le verrai pas. Non, mais ça, c'est parce que tu parles de gens excuse-moi, tu parles de gens qui laguent derrière. Moi, mon expérience, c'est que je faisais de l'XP en 97. Je suis désolé. Alors après, il y a des gens, effectivement, qui sont encore en cycle de cascade. Ça, c'est indéniable. Juste pour ça. Mais je pense que tu es pessimiste. Je pense que, comme je ne sais plus qui disait, ça dépend vraiment du contexte. Il y a des contextes où c'est assez facile de faire évoluer les choses parce que les gens, ils ont envie, ils ont cette culture, et il y a des endroits où c'est pas possible, on est d'accord. Justement, si on revient à l'objectif de faire en sorte que on bascule, aujourd'hui je pense qu'on est plutôt en majorité où c'est difficile de faire changer les choses. Si on veut basculer dans l'autre monde, c'est-à-dire que la majorité, au contraire, c'est extrêmement facile de changer, je pense que cette transformation-là, je pense qu'elle va se faire sur un temps long, et que arriver dans ce sentiment de dire pour des jeunes personnes, justement, il n'y a plus la notion de testing, il y a la notion de comment on construit un produit de qualité. Voilà, et c'est des personnes qui mettent leurs compétences au service de la construction, que ce soit des compétences de dev, des compétences de questionnement, d'accompagnement, peu importe leurs compétences. Je pense que ça se fera sur le temps long pour arriver dans cette logique de c'est bon, on a complètement basculé. Et donc, quand on dit pourquoi tester ne rime pas avec qualité, je pense que malheureusement, cette question-là va rester sans réponse, à mon avis, pendant encore un bon petit moment, tant que les organisations ne seront pas majoritairement dans un état d'esprit différent. Et c'est pas du pessimisme, je pense que c'est une forme de réalisme, au contraire, pour ma part. Tout à fait. Vous avez employé le mot qu'il faut, c'est le mot culture. Et moi, c'est ça que j'essaie de changer. Effectivement, c'est avoir une culture qualité. Et quand on parle de culture, c'est long, en fait. C'est très long, il faut être patient. Et je suis à moitié d'accord avec toi, Farah. Effectivement, l'exemple, ça sert. Mais pas tout le temps. Des fois, c'est des murs qui servent aussi. Parce que c'est comme l'agilité aussi, Benjamin, comme tu l'as dit, oui, l'agilité existe, c'est des bons concepts, mais il y a certains qui essaient de copier, mais ils ne copient pas les bonnes choses. Donc, demain, si on a une super entreprise qui fait de la super qualité, est-ce qu'on va être garant? Est-ce qu'on va avoir la garantie que ces entreprises vont bien copier ce qu'il faut? Est-ce qu'ils vont bien comprendre les bonnes choses? Il faut copier la même chose, parce que chaque entreprise est différent. Donc, peut-être qu'il y a aussi une part d'adaptation. Il faut s'adapter. Il faut l'adapter à son propre contexte. C'est pour ça que je parlais de fixer son propre objectif. Chaque entreprise va avoir son objectif, son business. Exactement. Donc, si tout le monde voit la même chose, et moi, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse ces derniers temps, mes lectures, c'est plutôt ça, c'est comment faire fixer tout le monde sur un même objectif. Vous connaissez la notion de double boucle d'apprentissage? Oui, parce que je suis en train de lire ton livre, Christophe. Vas-y, résume. La double boucle d'apprentissage, c'est des réflexions qui sont issues d'un certain Argyris qui a travaillé sur la notion de théorie de l'action. C'est un oxymore, bien sûr, mais en fait, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? La chose suivante, grosso modo, quand on s'amuse à tester, on essaie souvent de tester par rapport à une spécification. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Un produit conforme. Le problème, c'est qu'en fait, est-ce que c'est le bon produit? Et du coup, qu'est-ce qui se produit en général? C'est cette notion de double boucle qui est présente. En fait, lorsqu'on a une première boucle qui est spécification, test, on obtient bêtement cette conformité. Et ce que propose Argyris, c'est en fait d'obtenir, d'aller chercher une boucle de rang un petit peu supérieure pour pouvoir en fait se dire, tiens, qu'est-ce qui est en fait vraiment cherché, qu'est-ce qui est recherché. Donc là-dessus, pour l'instant, on a parlé Christophe. Je me disais que c'était une pause très bien jouée, mais là, c'est encore trop longtemps. Voilà, double boucle de feedback. Voilà. Antoine?
Tu veux pas faire le modérateur 2 secondes et on conclut sur le point et on passe à autre chose parce qu'on avait dit qu'on parlait pas de test. Non, mais j'ai vu que ça. On a commencé déjà J'avais à un, partager des sujets du slide d'après, c'était pour ça. moi, Donc, j'avais un autre j'ai laissé sujet. la conversation. J'avais un autre sujet lié, mais Parce que je pense c'était que là, j'ai passé le slide, mais on a déjà parlé là-dessus. moi, j'ai un autre sujet qui est lié, dont on n'a pas parlé, en fait, si ça vous va. En fait, c'est dans mon équipe, pour être sûr d'infuser de la qualité au bon endroit, en fait, moi j'ai 2 coachs software craftsmanship. Leur boulot, c'est de coacher les développeurs à mieux coder, en fait, tout simplement. Parce que je suis persuadé qu'il y a une grosse part de la qualité qui doit venir de là. Il y a sur ce que le produit doit faire, ça c'est évidemment c'est la clé. Ça, je dirais que c'est plutôt sur les parties métiers, produits, UX, user research, tout ça. Mais n'empêche que si le code est mal fait, que le code est pas maintenable, que le code est mal architecturé, mal codé, spaghetti, on n'arrivera pas très loin. Le projet ne sera pas vraiment pérenne et on va se retrouver dans le biais d'avoir un time to market en accordéon. Mm. Le truc que je vois dans plein de boîtes, c'est toujours on fait un truc tout dégoûtant pendant 2 ans, tout le monde est content parce que ça vient de sortir du carton, c'est la nouvelle, le revamp du site, machin. Et puis dans 2 ans, en fait, on appelle ça legacy, et puis on jette à la poubelle, et puis on fait tout refaire par une boîte, une agence web du coin, qui est meilleure que celle d'avant, évidemment, et qui refait un truc dégueulasse 2 ans après. Donc pour Je éviter dois un truc intéressant, Olivier, là-dessus, effectivement. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. L'excellence technique, beaucoup de développeurs sur certains réseaux sociaux qui prônent justement l'excellence technique et que l'agilité ne peut pas fonctionner sans excellence technique. Pour moi, tu es clairement dedans, là, en fait. C'est comment construire des architectures logicielles qui sont modulables, sont maintenables. Et aujourd'hui, les patterns, ils existent aussi depuis très longtemps. L'extreme programming a mis des noms sur ces patterns depuis extrêmement longtemps. C'est juste que, oui, sans excellence technique, qui n'y arrive pas, quoi. Ouais. c'est ça. Après, il y a un focus sur les défects, sur les tests. On parle du code de merde. On parle pas, à mon avis, d'un truc qui vient avant, qui est la compréhension du besoin. Parce qu'il y a aussi beaucoup de défauts qui sont induits par un besoin qui n'a pas été compris, qu'on n'a pas pu réunir les bonnes personnes autour de la même table. Voilà, la qualité, il y a aussi un truc, c'est que on l'améliore pas en réduisant le nombre de défects. On l'améliore en faisant ce qu'il faut pour que le client il soit satisfait par ce qu'on a fait, et ça passe par voilà, bien s'assurer qu'on a bien compris le besoin. Tu as tout à fait raison, Arnaud. C'est ce que j'appelle l'ajout de valeur. Ouais, je suis assez d'accord et c'est pour ça que moi je reviens sur mes questions du pourquoi. Pourquoi la qualité? On avait dit tout à l'heure, la qualité est un moyen pour augmenter la vélocité sur la partie innovation. Ça peut être aussi la capacité à avoir de la rétention client, de la fidélité, d'avoir de bonnes fonctionnalités pour que les clients parlent du produit. Mais si on prenait par exemple l'exemple de l'innovation, comment s'assurer que la vélocité soit sur l'innovation? En réalité, en fait, moi en tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que la vélocité, généralement, on a dedans de l'innovation, de la gestion de problèmes, plus de l'amélioration continue. Et donc, en fait, ce qu'on va toujours vouloir améliorer, c'est la gestion de problèmes, le réduire, et l'amélioration continue, faire que, dès le départ, on fasse les choses dans le bon sens. Et du coup, c'est comme ça, en fait, pour moi, il faudra par la suite, avec cette réflexion-là, commencer à définir des métriques et travailler sur les missions pour le QA pour pouvoir y aller. Par exemple, on peut se dire, une des métriques qui serait intéressante, c'est réduire le taux de réouverture de tickets. Et là, en fait, un ticket, s'il est réouvert, c'est sûrement parce que la spécification, elle n'est pas bonne. Donc là-dessus, en fait, ce qu'on sait que plus on va réouvrir des tickets, plus on va avoir du temps qui va être sur la gestion de problèmes ou de l'amélioration continue, à voir comment on voit la chose. Mais du coup, en fait, pour moi, il faut vraiment réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut adresser, comment on arrive à formuler des métriques derrière,
Et par la suite, comment on définit des missions pour la QA pour pouvoir y répondre. Et là-dessus, vraiment, et c'est comme ça qu'on va avoir un panel énorme de missions. Pour moi, je pense que sincèrement, on peut, si on commence à regarder dans ce sens-là, les missions sont énormément multiples. Moi, les équipes que je laissais chez mon copain, vraiment, on a commencé à faire un travail là de cartographier toutes les missions que nous avons et de pouvoir vraiment donner un sens à chacune, comment ça s'imbrique par rapport à la nomenclature du poste, etc. Parce que c'est pas simple, en réalité, la qualité, ça peut englober énormément de sujets. Mais Sergent, ce qu'allait dire Christophe avant qu'il se fasse couper. Là, pour moi, tu es en train de parler des indicateurs pour vérifier la première boucle de feedback. Arnaud, lui, était plutôt sur la seconde boucle, à savoir, est-ce qu'on a compris le besoin? Est-ce qu'on est en train de construire la bonne solution par rapport aux besoins? Et j'irai même plus loin que toi, Arnaud, puisque je l'ai vu dans mon passé, c'est est-ce que les utilisateurs ont vraiment émis le souhait qu'on solutionne ce besoin-là? Moi, j'ai vu des contextes où, pour des raisons de cramage budgétaire, on a inventé des sujets. Là, je suis désolé, la motivation, elle n'est pas à 0, elle est à -20, elle est à -100 degrés. Quoi. C'est pour ça c'est important d'avoir un client à qui parler quand tu fais partie de l'équipe de dev pour être sûr que tu ne bosses pas pour la gloire. Il y a un phénomène que j'ai remarqué aussi, c'est les attentes en termes de qualité. Je pense que tout le monde n'a pas la même échelle de valeur en termes de qualité. Moi, pour moi, le summum de la qualité, ce serait genre le produit parfait où l'utilisateur se dit waouh, c'est génial, quoi. C'est vraiment une expérience inouïe. On a envie de revenir, on adore ce produit, on en fait la publicité autour de soi. Et en fait, malheureusement, la plupart des gens avec qui je parle, pour eux, la qualité, c'est juste une absence de bugs bloquants. Parce qu'on ne mesure pas les bonnes choses. Parce qu'on parle de défauts. Moi, ma métrique à moi, si on n'en a qu'une à garder, c'est la satisfaction du client. J'en mettrai une deuxième, moi, Arnaud. Non, mais j'ai dit s'il n'y en a qu'une à garder. Tu m'en donnes 3 ou 4, j'en mettrai quand même une deuxième, parce que tu as la satisfaction du client, mais tu as ceux aussi pourquoi l'entreprise existe, qui peut être multi-produits, multi-clients. Et pour moi, il y a les deux leviers en fait. Il y a quel indicateur qui nous permet de dire oui, on a encore une raison d'exister parce que justement, on a cette gamme métier, cette gamme de produits. N'oublions pas qu'il y a des logiciels, ils n'ont pas pour objectif de faire de l'argent. Ils ont pour objectif de supporter le métier. Je pense, je vais reprendre la banque, mais la banquière, dans son guichet, elle ne va pas acheter le produit. Le logiciel qui est derrière, c'est pour l'aider à faire son métier. Bon, quand tu arrives le samedi matin, toi, en tant que client, par contre, et qu'elle te dit « Ah, excusez-moi, mais ça ne marche pas », tu fais la gueule, quoi. Donc, c'est de la notoriété derrière aussi. Pour moi, je mettrais vraiment les deux leviers, quoi. Il y a le produit achat, il y a le produit aussi usage, support aux fonctions. Benjamin, ce que tu dis, en fait, c'est d'autant plus vrai qu'en fait, si on regarde bien, le système, c'est pas juste le produit, c'est aussi celui qui le fait. Et donc, en l'occurrence, si les gens qui le font sont insatisfaits, ne se sentent pas bien dans leurs bottes, mais pour le coup, tu es certain qu'à un moment donné, ça va s'effondrer. C'est ce qui s'est passé avec l'usine Hawthorne dans les années 30. Ils ont voulu essayer de mesurer quels étaient les facteurs qui pouvaient améliorer la productivité notamment, quoi. Donc, ils ont changé l'éclairage, la couleur, tout ce que tu veux. Mais au final, l'effet Hawthorne, c'était durant l'expérience, tout se passe très bien, et quand l'expérience s'arrête, on revient sur le nominal. Et en fait, comme ça, il y a un système de métriques qui doit un petit peu refléter le système produit, client et ceux qui le font, par exemple, où en fait, on va notamment introduire des métriques telles que le Nico-Nico, si on parle agilité ou des trucs un petit peu plus approfondis que ça. Mais quoi qu'il en soit, se baser juste sur une métrique, c'est un petit peu se leurrer, parce qu'après, derrière, on peut tomber sur le paradoxe de Simpson et autres. Tous les biais. Exactement. C'est tout à fait ça, Olivier. C'est ça effectivement ce que je disais, c'est que si tu interroges chaque département pour un même sujet, chacun va avoir son critère de qualité. Et définir donc c'est quoi la qualité à ce niveau-là, ça devient compliqué. Parce que finalement, on va se rendre compte que tout le monde a raison et en même temps tout le monde a tort. L'objectif, c'est quand même qu'on s'aligne et qu'on arrive à tous se mettre d'accord sur OK, au fait, l'entreprise, c'est quoi son but ? Est-ce que le grand dirigeant, il est d'accord
que c'est ça qu'on va se fixer comme objectif. Et une fois que tout le monde est d'accord, tu vas voir que c'est là où tu vas retrouver un équilibre, tu vas retrouver une motivation chez toutes les équipes et les développeurs vont faire, à part quelques-uns, ils vont faire de la belle job, comme on dit ici. Il n'y a pas de problème. Ils vont comprendre, ils vont se sentir concernés. À partir du moment où tu te sens concerné, tu fais quelque chose de bien. Après, bon, à quelques exceptions près, mais si tu es concerné, si tu as compris, si tu vas avec l'entreprise, tout ça s'équilibre. On ne parle pas de la test, hein. Si vous voyez, on ne parle pas de test. On parle juste de rééquilibrer les regards et de les tourner sur le même objectif. Normalement, ça devrait déjà bien se passer. Tu as essayé beaucoup, les OKR? Pardon? Tu as essayé les OKR? Vous avez une question pour moi, C'est Christophe? quoi le OKR? Les objectifs qui Iman. résultent sur les... Ah, Iman. Key Objective Results, en gros, l'idée, c'est Non, d'avoir... moi, je fais des de KQI, des Key Quality Indicators. Ah, bon. Voilà. Et avec, c'est des indicateurs de qualité. Et le premier, effectivement, c'est la satisfaction client, le numéro 1. Et parmi les derniers, c'est les testings. Voire même des fois, il n'y en a même pas. J'aime beaucoup ce que tu dis, Iman, et moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose que nous avons mis en place chez MongoDB. Par exemple, on avait mis comme objectif au niveau de l'entreprise, il y a un an, c'était augmenter le nombre de releases, mais aussi garder un bon indicateur d'uptime. Ce qui voulait dire en gros qu'on voulait vraiment accélérer notre rythme, mais on voulait pas descendre la qualité. Et là-dessus, moi je trouve que vraiment les équipes QA, ils sont en bonne position pour trouver des synergies. Parce qu'en fait, quand on veut dire on veut augmenter le nombre de releases, on va aller développer de plus en plus de choses et on va aller innover, ben, on pourrait avoir des équipes support et qui vont pas être très contents parce que peut-être que les cas support qu'ils ont remontés, ben, ils vont pas être pris en compte. Et c'est là où du coup, bah, le travail sur cette partie, par exemple, uptime, l'indicateur, bah, était intéressant pour nous, pour la QA, parce que du coup, on faisait en sorte que les indicateurs qu'on regardait pour la continuité de service impliquaient des indicateurs forts que les services clients regardaient. Et donc, en fait, on a fait vraiment une vraie synergie entre les équipes produits, développement et les équipes support, parce qu'en fait, finalement, on a aligné ce qu'on regardait et on a aligné en fait nos objectifs. Et ça, du coup, on s'est fait aider parce qu'on avait l'objectif global au niveau de l'entreprise qui était l'amélioration du time to market. Mais c'est encore une fois, je reviens là-dessus, l'objectif de l'entreprise, il n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé après de longues discussions, de l'argumentation, un accompagnement du CTO, de ma part, du COO. Et en fait, pour moi, vraiment, on a une très, très bonne casquette en tant que QA pour créer cette synergie-là et faire, du coup, émerger de nouvelles choses qui pourraient aligner tout le monde. Parce qu'en réalité, en fait, quand on creuse, le service client, le produit ou le développeur, tout le monde est là pour la même cause, qui est que l'entreprise fonctionne bien, qu'on soit reconnu et qu'on soit dans l'excellence en réalité. Et du coup, bah, comment on peut être par l'excellence? C'est après, du coup, avec nos actions concrètes qu'on va le faire. Pour juste finir sur cette partie Après, il faut faire attention à un truc, c'est qu'en tant que... Vas-y. Non, je disais juste, en fait, parce que je voulais donner l'exemple que comment on est la QA et on ne fait pas forcément du test. Nous, ce qu'on a pu faire dans ce sens-là, on a commencé à initier la réflexion, mais pas arrivé jusqu'au bout, malheureusement. Mais c'était par exemple d'avoir dans nos boards de monitoring, donc c'est la QA qui fait le monitoring fonctionnel, et dans les boards de monitoring, commencer à intégrer des indicateurs que les équipes support regardaient. Par exemple, combien ils avaient de calls sur la journée sur tel ou tel sujet. Et en fait, du coup, bah, on savait, avec leur call et avec nos métriques à nous, bah, quel était le problème dans le temps X. Par exemple, si on voyait qu'il y avait énormément de personnes qui appelaient parce qu'il y avait un problème sur le paiement, et que nous, on a la courbe de paiement, on a une descente
sur le nombre de paiements, ben, on avait directement une synergie. Eux, ils savaient, nous, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, du coup, bah, pour moi, là-dessus, clairement, c'était une manière aussi pour passer le message ces équipes support-là qui peut-être ne connaissaient pas avant. Bah, maintenant, ils savent qu'on fait du monitoring et on ne fait pas que du test. Là, tu es en mode réactif aussi dans cette approche-là, Farah. Par contre, si on Totalement. essaie de Totalement, faire un peu de totalement. chifflet, là, tu es dans le right testing finalement. Alors, on a encore le terme test, hein. Mais si tu remontes en shift left et comment du coup insuffler la qualité pour ne pas arriver à cette situation-là, on pourrait presque aller jusqu'au bout, hein. On s'affranchit des tests, on s'affranchit des équipes support. Si on était dans le monde idéal, c'est pas simple. Pas simple. Et je laisse la main à Arnaud qui voulait rebondir. Totalement d'accord avec ça, Benjamin. Et juste pour te répondre, en fait, dans l'observabilité, il y a un magnifique tableau qui dit il y a ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît pas, ce qu'on connaît pas et ce qu'on maîtrise pas, et ce qu'on maîtrise pas et ce qu'on connaît. Et en fait, il y a parfois des cas, on peut pas tout observer, on peut pas tout voir. Et en fait, là, c'était pour le coup, c'était pour voir ce qu'on connaissait ou qu'on maîtrisait pas. Et ça répondait totalement à la problématique et ça créait une synergie en plus. C'était ultra intéressant parce qu'en fait, finalement, on avait des points en commun et on arrivait à les mettre en évidence. Il y a un autre phénomène qui est particulièrement frustrant, et ça rejoint ma première question au début, pourquoi dans l'industrie, j'ai l'impression, dans l'industrie de la qualité logicielle spécifiée, et effectivement, c'est certainement différent dans d'autres industries. Il se trouve que cette incompréhension du rôle de la qualité qui est caricaturée par simplement des tests end-to-end, généralement, je passe ça dans plein de boîtes. Je le retrouve dans les entretiens. Quand je veux recruter des ingénieurs QA, en fait, moi, j'ai des testeurs qui arrivent, et quand je leur demande pour vous quel est le rôle de la QA, ils me répondent c'est de trouver des bugs, et c'est d'exécuter les tests qu'on m'a donnés dans le cahier de test. Je dis merci, on vous recontactera. Tu leur dis pas que tu n'as pas de cahier de test. Tu leur dis pas que le cas de test, je l'ai vu tout à l'heure dans le slide précédent, mais tu leur dis pas que le cas de test, potentiellement, ça sert à rien dans certains contextes. Non, mais en fait, pour moi, malheureusement, c'est éliminatoire parce que j'essaie généralement de creuser parce que je veux donner toute leur chance à tous les candidats. Mais généralement, quand ils sont dans cet état d'esprit-là, c'est très dur de leur faire parler d'autres sujets de type shift left, par exemple. C'est complètement inconnu pour eux. Ils sont vraiment dans le modèle de exécutants. Ils sont des gardiens de but. En fait, je ne peux pas mettre des bugs en prod, et c'est impossible. Mathématiquement, en fait, on sait très bien que c'est une passoire de faire ça. C'est toujours sur des tests qui arrivent très très tard, avec des spécifications toutes relatives. On est sur du test bout en bout, c'est de l'échantillonnage avec une couverture qui est minable. Donc c'est complètement inefficace. Et puis si on reprend la situation de Deming, en fait, ça ne sert à rien, quoi, de toute façon. En général, c'est vrai que moi, pour leur faire comprendre, ce que je leur dis, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de se faire des prises de sang toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, et c'est ça qui va garantir ta bonne santé. Au final, ça va te coûter cher, tu vas te retrouver avec plein de trous et je te garantis rien. Parce qu'en même temps, ça dépend, tu vas faire ta prise de sang, mais ça dépend de ce que tu vas chercher. Et surtout, est-ce que ça t'empêchera de tomber à vélo? Oui. Te faire mal. En tout cas, quand je leur dis ça, là, ils comprennent la différence de la pertinence des tests et de les faire au bon moment. Bonne image. Je pense que je te la volerai. Gratos, vas-y. Je vais pas vous faire l'affront de vous parler de James Back, Michael Bolton et de ses copains du RST. Vous les connaissez certainement. Je voudrais pas qu'on mette tout le monde dans le même sac, testeur, QA. Ils ont un mot sympa pour ça, ils parlent de shallow testing. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui se contentent de saupoudrer et pas vraiment de faire de l'investigation. Je pense que même si on a dit qu'on essayait de pas trop parler de tests, je pense que c'est vraiment fondamental comme outil, que c'est une activité qui est fondamentale, qu'il faut qu'il y ait un max de gens. Voilà. Non, je suis en réunion, là, encore 30 minutes.
Je vais mettre en mute. Vas-y, continue. Et donc, je voulais dire sur 2 trucs. Sur les métriques, il faut faire vachement gaffe à pas optimiser localement au détriment d'une optimisation globale. C'est pour ça qu'il faut se méfier des métriques qui mesurent que l'activité d'un service. Ouais, j'ai entendu Farah qui parlait de trucs qui, moi, m'ont fait un peu allumer 2-3 warnings. Et puis, si on garde des testeurs, parce qu'on a besoin de gens qui ont le mindset, qui vont aller creuser et qui, contrairement au reste de l'équipe, vont aller chercher la petite bête et vont essayer de montrer que le logiciel, il marche pas toujours comme il devrait, alors que le boulot de l'équipe, c'est quand même de démontrer que dans la plupart des cas, ça marche. Qu'est-ce que devient le QA? Alors, on n'assure plus la qualité, on assiste. Donc, on va pouvoir effectivement acculturer les équipes en les faisant regarder à des endroits où ils ne regardaient pas habituellement, l'amélioration continue, la collaboration, le shift left, le shift right, il faut faire les deux. Par contre, il faut faire vachement gaffe parce que là, on commence à marcher sur les doigts de pied des managers et il y a des pièges. Parce que normalement, cette responsabilité-là, tu parlais, Olivier, de coacher les développeurs pour qu'ils développent mieux. Ça, c'est une responsabilité d'un engineering manager. Voilà. Faut aussi faire attention que le QA, quand il se lance dans cette démarche-là, il marche sur des œufs, quoi. Est-ce que le manager a vraiment encore sa place dans certains contextes très DevOps? Je ne vais pas parler agile, je vais quand même parler DevOps. On peut se poser la question. Et pour revenir à la définition, moi j'aime beaucoup ce que proposent Lisa et Janet dans un de leurs livres, le QA pour Question Asker. Je crois qu'ils l'ont emprunté à Astrid de Winkler. Il faudrait que je confirme, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, ce terme-là, Question Asker, me plaît beaucoup parce que du coup, n'importe qui peut être un Question Asker et aller justement utiliser le questionnement pour aller emmerder les gens, quoi. Pour la petite histoire, c'est mon titre sur le Slack de la boîte. C'est très bien. Benjamin, tu viens de soulever un point que je trouve intéressant, c'est évidemment celui du manager. Parce que si on regarde bien, bien souvent, comme ça, le manager, c'est celui qui, jusqu'à présent en tout cas, a un rôle de super-héros, qui connaît tout et tout ça. Il s'intéresse beaucoup aux produits et c'est à lui qu'on s'adresse et compagnie. Sauf qu'en fait, quand on s'intéresse un petit peu plus à ces notions d'agilité dans l'entreprise, on voit que pour le coup, le rôle du manager, c'est s'il te plaît, laisse tomber le produit. Tu connais rien au produit. Tu n'es pas dans les équipes. Même si tu poses des questions, tu ne sais pas ce qu'il faut faire et tout ça. Intéresse-toi plutôt à leur environnement. Apprends-leur et essaie de les développer en termes de compétences, en termes d'approche ou autre. Et quoi qu'il en soit, à mon sens, même vis-à-vis de ce rôle du testeur dans une équipe Scrum, qui par rapport à Scrum n'existe pas normalement, c'est aussi un petit peu normalement le rôle du Scrum Master qui a pour objectif la transparence. Donc en fait le test, parce que sans test, il n'y a pas de transparence. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, lui-même, le Scrum Master, quand il apprend Scrum, c'est les cérémonies, et puis dans le meilleur des cas, le whip et des choses comme ça, des petites yoke en question. Mais au final, il ne fait pas de game by, il ne va pas voir le code de comment ça se passe. Les tests unitaires, oui, ils sont faits. Faites du TDD, les gars. Mais en fait, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a ce rôle qui manque, que le testeur vient un petit peu, enfin, le testeur dans cette idée en question, il vient un petit peu faire le lien avec là où il y a des manques, en fait. Que ce soit la qualité au niveau processus du terme, que ce soit l'espèce de personne qui fait le lien transverse dans toutes les équipes, peu importe nous, quelque part, mais si on regarde bien, c'est souvent un rôle qui est manquant. Il vient coacher, ce que j'ai pu entendre par ailleurs comme ça là sur ben oui les gars, regardez un petit peu ça. Si vous voulez tester ça, si vous voulez améliorer votre qualité, ben regardez dans cette direction-là. Éventuellement, ben, je m'assieds à côté de vous pour essayer de comprendre ben, ce que vous avez voulu faire en termes de tests unitaires, même si je ne sais pas forcément en faire, mais il vient un petit peu bousculer ceci. Question Asker, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, mais je ne sais pas vous. En tout cas, je pensais que c'était quelque chose qui était facile et donné à tous, mais j'ai l'impression que tout le monde ne pose pas les questions, ou du moins ne pose pas les bonnes questions. Franchement, le pourquoi, je ne l'entends pas dans toutes les bouches.
Et c'est marrant, Antoine, tu as mis ma phrase là. Mhm. Ça revient effectivement, je veux rebondir aussi à ce shift left, shift right. Je ne suis pas contre, mais il y a un moment, il y a quelque chose qui me titille un petit peu, c'est que quand on en parle, on redescend encore toujours ce jugement au niveau de l'IT, au niveau du projet, etc. Et il y a eu un moment où c'était alors pas un ras-le-bol, mais c'est bon, on arrête de faire du shift right, on arrête de faire du shift left, on va faire du shift up, s'il vous plaît. On oublie les tests, on oublie tout ça, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-haut, on va aller comprendre, on va leur faire comprendre, ils vont nous expliquer et après, donc le shift up and spread, pourquoi le spread? C'est une fois que, d'accord, tu es parti convaincre et mettre en place cette culture de qualité de manière systémique et holistique. Là, tu vas redescendre, faire du spread, essayer de redescendre et pointer là où c'est le plus efficace. Quand on disait tout à l'heure, là, les prises de sang, faire une centaine de prises de sang par jour, ça ne sert à rien, ça te coûte cher. Et ben, pour moi, les tests, c'est exactement la même chose. Il y a un moment, il faut savoir où est-ce que tu as envie de concentrer tes efforts, où est-ce que ça vaut le coup. Et vous avez dit quelque chose de vrai. La maintenabilité, c'est un des critères de ISO 2510, il me semble. Et c'est quelque chose qui, avant, n'était pas très important parce qu'on était dans une démarche de productivité. Aujourd'hui, on est plutôt dans la qualité, voire de l'innovation, comme dit Farah, mais il y a des entreprises qui ne sont pas encore dans l'innovation. Ils essaient de stabiliser leur qualité déjà. Mais c'est pour ça qu'il y a l'importance aujourd'hui et c'est pour ça que ça va être difficile d'arriver à cette culture si on reste de bas niveau. Alors, excusez le terme de bas niveau, c'est-à-dire au niveau test, projet. Voilà, informatique, projet. La qualité, c'est une responsabilité de tous, mais projet. Non, quand on dit tous, c'est tous. Et ça commence par l'entreprise. Et une autre chose qui permet de sensibiliser les hauts, si vous voulez, il y a le turnover dans l'informatique, vous le savez, il est énorme. Quand on travaille tous sur un projet, la moyenne elle est de 1 an et demi et je crois que tous les ans, ça baisse. Hein. Et s'il y a un bug qui sort dans les réseaux sociaux, ce qui reste dans la tête des gens, c'est le bug et l'entreprise. Ce n'est pas le bug et le projet, c'est pas rarement, je vous l'accorde. C'est le bug et le nom de l'entreprise et donc derrière, les dirigeants. Ce n'est pas l'équipe IT, pas forcément. Sauf pour le projet Le Voix. Non, mais il y a des projets, je suis d'accord, mais même au Canada, il y a des projets, comme le projet Phoenix qui fait très mal. Et là, si tu en parles du projet Phoenix, tous les fonctionnaires ont les cheveux comme ça. Donc, effectivement, il y a des projets, il y en a, mais généralement, voilà, c'est le nom de l'entreprise qui reste. Moins Le projet Phoenix, c'est un vrai projet ou c'est le bouquin? Ah non, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet, là. Ah, qui s'est appelé comme le bouquin, oh là là. C'est pas ce que j'ai lu, c'est pas une fiction. Non, c'est un vrai projet. C'était sur les payes des fonctionnaires, en fait. Ah, et ça, vous pouvez regarder sur Internet. Hein. On a fait la même en France avec on avait Louvois, Louvois. finalement. Voilà. Ouais, voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que Louvois, en plus, entre ceux qui ont développé la première version, ceux qui étaient en maintenance et tout, il y a eu un embryon de méli-mélo. Ah ouais. Et je pense que pour le coup, Louvois, la vraie faute, le vrai tort, je pense à Arnaud l'a dit tout à l'heure, c'était justement la définition du besoin. Je pense qu'il n'a jamais été compris le besoin de Louvois. Et les gens ne se sont jamais intéressés à qu'est-ce que c'est qu'une carrière militaire, du coup, et comment ça fonctionne. Tout le monde ne se pose pas des questions. En Ouais. fait. Il y a un truc tu parlais des dirigeants, des décideurs. C'est l'idée derrière ton shift up. C'est encore difficile d'avoir un budget qualité parce qu'on dit toujours les développeurs, bon voilà, ils ont fait de la merde. Non, on leur a pas donné le temps forcément de faire les choses bien. Et
dégager un budget qualité pour les équipes, c'est pas toujours facile. Et expliquer un pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce budget et quels sont les résultats attendus. C'est vrai, parler de réduction de risque, ça fait pas toujours le taf. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que je me demande de temps en temps, c'est comment, techniquement, hein, tactiquement, comment tu vas négocier un budget pour la qualité dans un monde où on veut aller toujours plus vite et où, faut bien le dire, la plupart du temps, les choses sont pas trop mal faites. Alors bien sûr, il y a les bugs qui font les gros titres de temps en temps, mais c'est pas non plus à la une des journaux tous les jours, quoi. Une des solutions Alors, potentielles, c'est avec le built-in quality. En d'autres termes, tu ne viens pas dissocier, tu ne viens pas créer un budget qualité. Tout comme tout à l'heure, il y avait Olivier qui disait, ben voilà, j'ai enlevé les testeurs parce que tout le monde teste. C'est un petit peu pareil. Si tu c'est ne fais pas ça. de built-in quality, ben pour le coup, il y a un budget énorme qui est présent, ça devient un centre de coût. On se dit, Ça, ou oui, mais alors pour le sinon, coup, tiens, quel est le coût de la non-qualité? Alors, va-t'en mesurer ça. Après, tu fais peur, et du coup, ça vient justifier la paye de gens qui font du test de la qualité. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Là, si on Ben, regarde bien, il y a plein d'approches liées au développement, à la conception, même à l'idéation, où on met autour de la table comme ça ben, des gens qui connaissent un petit peu plus le produit en production pour dire il faudrait rajouter ça, il faudrait faire ça, ne serait-ce que la documentation, ou encore, tiens, ben, là, on se focus sur l'aspect fonctionnel, mais sur l'aspect performance, est-ce qu'on se donne les moyens? Donc oui, c'est pas un bon discours que de dire budget qualité, à mon sens, hein. Mais non, est-ce Non, que non, mais justement, je parlais pas d'un budget pour un service qualité, hein. Je parlais du budget qualité de l'équipe projet. est-ce que c'est C'est pas quoi le plutôt temps qu'on alloue ton à faire de la investissement en qualité? fait? c'est Est-ce que ça. c'est pas En le fait, moi, budget qui te permet d'investir sur ce pourquoi le produit a lieu d'être versus la valeur que tu espères en tirer? Ça peut être une valeur financière, ça peut être aussi une valeur d'image. Les valeurs peuvent se traduire de différentes manières. Euh, et donc, du coup, c'est comment tu évalues un investissement financier, quel qu'il soit, par rapport à une valeur que tu récupères et comment tu la mesures. Et pour moi, pour travailler sur ce que dit Christophe, sur comment on optimise finalement la production de valeur, bah, c'est en arrivant à investir moins pour produire à valeur équivalente, voire à produire plus de valeur, quoi. Ouais, mais tu l'as dit, investir moins, et le sujet revient toujours. Alors, il y a des fois où tu peux effectivement, en t'intéressant à la qualité, arriver à diminuer les charges. Je prends un exemple qui, moi, m'a permis d'avoir un petit succès, c'est de mettre en place des tests de contrat à la place de tests d'intégration. Alors, à la place, ça fait pas tout à fait le même taf, mais c'est quand même sympa d'avoir ça. Et du coup, les développeurs ont passé vachement moins de temps à écrire des tests unitaires côté back. Ils ont passé le même temps à écrire les mocks côté front. Et on s'est doté d'un outil, si tu veux, que si on l'avait fait autrement, ça nous aurait pris du temps. Alors que là, finalement, ça nous a économisé du temps. Parce que les bacs avaient plus de tests à écrire et les fronts, de toute façon, avaient les tests gratuitement parce qu'ils utilisaient des mocks. Mais Mais là, tu es c'est sur la vachement. solution. Tu es sur la solution, t'es sur une Ouais, solution possible qui marche dans ton contexte, sur ce bien sûr. périmètre-là, pour optimiser ton Ouais. centre, ton coût dans cet investissement, tu as ton coût. Mais je te donne qu'un exemple d'un truc que j'ai vu moi marcher. Mais souvent, effectivement, on me demande de faire plus avec moins. Et ça, c'est compliqué, quoi. et du Bah, coup, c'est là où Arnaud, il faut. Ouais, vas-y, est-ce que Farah. tu aurais essayé de faire que les autres équipes soient tes meilleurs sponsors? Euh, Moi, j'aime bien cette approche-là de me dire, en fait, si on fait quelque chose sur une équipe et qu'on montre un petit peu notre vision et que cette équipe-là, elle adhère, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à la fin, il va y avoir un dernier de la classe et il va dire, moi aussi, je veux exactement la même chose. Et on va lui dire, bah, désolé, on n'a pas assez de monde, par exemple, si c'est une histoire d'effectif ou même, par exemple, désolé, on n'a pas plus parce que les outils, il nous faut upgrader et là, on est sur quelque chose de pas payant. Et en fait, finalement, on se retrouve à ce que même pas nous, on n'a même pas à aller voir les dirigeants
plaider notre cause, ou en tout cas pour vraiment arracher des budgets. Mais en fait, les autres équipes le font pour nous. Et à la fin, on se retrouve, on se dit, mais on l'a pas forcément demandé. On se dit, bah non, cette équipe-là a demandé absolument que vous soyez sur ce sujet. Bah, très bien. Et moi, j'ai eu ça vraiment à 2-3 reprises chez mon GoPay, où on se disait, bah, en fait, on a fait ça chez une équipe et l'autre équipe 20 minutes en boudant. Pourquoi moi, vous n'avez pas fait ça chez moi? Bah, en fait, on n'a pas les personnes ou on n'a pas les outils. Et c'est arrivé après directement, les C-level sont venus me voir pour me dire, mais en fait, cette équipe, il faut absolument que tu recrutes, par exemple, quelqu'un pour eux. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, je sais pas si tu as déjà essayé ce genre de choses, mais moi, je trouve que Non, mais ça fonctionne. ça va pas s'appliquer à mon contexte parce que, comme je le disais, on n'a pas de testeur, on n'a pas de QA. Et donc, quand je parle de budget, c'est le budget pour l'équipe de développement, d'entreprendre des activités qui ont une visée d'amélioration de la qualité, si tu veux, que tu mets finalement en porte-à-faux le développement de nouvelles fonctionnalités parce que tu aurais pu utiliser ce temps-là pour faire des trucs plus visibles. Oui, mais est-ce que typiquement, les outils que tu voudrais déployer sont perçus de la même chose, en tout cas les améliorations perçues de la même manière par les autres équipes? Moi, l'exemple là-dessus, par exemple, nous, on avait les outils d'observabilité. On n'a aucune équipe qui était responsable de l'observabilité attitrée. Nous, côté QA, on était à fond, mais il n'y avait pas vraiment une équipe attitrée. Et en fait, nous, on savait que, par exemple, on voulait faire de la prédiction parce qu'on avait énormément de monitoring actif. Et les équipes voyaient qu'à chaque fois, on détectait les incidents et commençaient à voir les faiblesses. En gros, que sur certains scénarios très, très précis, ben, on n'arrivait pas à les prédire, on n'était pas bon là-dessus. Et ben, on est resté 2 ans comme ça. Et au bout de 2 ans, en fait, nous, à chaque fois que les personnes venaient en parler, on disait, mais en fait, le problème, c'est l'outil. Et à la fin, en fait, on est allé à des conférences, on a fait des comptes rendus, tout le monde a commencé à lire, on a parlé à tous les coins. Et en fait, cette année, bon là je parle, mais cette année, juste avant mon départ, on a fait l'upgrade et le C-level était d'accord pour prendre une version payante de l'outil, pour partir sur cette partie-là prédictive. Mais là, c'est l'équipe support et l'équipe CSM et les équipes même Ops, tout le monde était on veut avoir de la prédiction, on veut avoir la partie sécurité qu'il y a sur la partie payante. Et nous, du coup, on n'a rien fait en réalité. Ils sont venus nous voir, ils disaient, quand est-ce que vous allez mettre ça? Ouais, je comprends bien effectivement ton contexte qui est un petit peu différent. Moi, le contexte, c'est le porteur du projet, comment tu peux lui dire, sur le temps imparti, on va dédier telle part à la qualité. Et il dit, mais ça va me rapporter quoi? Et tu lui dis, ça va réduire le risque que le client soit pas content. Mais ça suffit pas toujours. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Justement, c'est comment tu rembourses la dette parce que tu décides de ne pas investir et tu vas aller plus, entre guillemets, plus vite que la musique. Les images, on en a tous tous les jours. Hein. Tu peux acheter du bas de gamme et puis dans un an, tu rachètes du bas de gamme. Ou tu peux acheter un peu plus cher au départ, mais ça va peut-être durer 5 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du 1 an ou tu veux du 5 ans? Allez, je peux te faire les deux. Tu me dis. C'est pas le même prix, par contre. Alors, pour avoir bossé dans pour avoir bossé dans des boîtes où ça va vite, tu as des managers business qui sont là pour 6 mois. Ce qui se passe après, ils n'en ont rien à faire. Tu sais, moi pendant un temps on les appelait les cost killers. Je sais pas s'ils ont encore la même appellation. Le mec qui a compris qu'il est venu pour couper dans le. Ouais. Ah ouais, mais moi je me souviens, il y a des cost killers, ils arrivaient, ils te renégociaient un contrat, ils disaient bon maintenant je veux 60% des cas de tests manuels automatisés. Ça n'a aucun sens, ça veut strictement rien dire. Je peux te faire 60% de zéro si tu veux aussi, mais ça veut strictement rien dire. Mais après, ils arrivent, voilà, ils sont contents, il y a la petite ligne budgétaire qui est divisée par 2, ils sont super contents et tout. Puis bon, par contre derrière tu as un produit qui est jamais livré, qui est jamais utilisé. Non, mais il faut fuir ces environnements-là, très sincèrement. Mais malheureusement, Farah, c'est une grosse réalité pour beaucoup de testeurs. Oui, mais il faut les laisser tout seuls, c'est pas grave. Il faut les laisser comme des grands et puis un jour ils se réveilleront et diront on est à côté de la plaque. Mais faut fuir quoi. Moi malheureusement je me un peu d'empathie pour les autres testeurs qui subissent ces contextes quand même. Faut les accompagner. Faut les moi je suis plus comme Iman. Oui, je suis d'accord Iman, il faut accompagner, mais en fait il y a des différentes échelles. On peut pas arriver vers quelqu'un qui est 100%
borné sur quelque chose et vouloir l'accompagner. Quand on veut accompagner, il y a certains terrains, et tu le disais tout à l'heure, des cultures qui sont favorables à l'accompagnement, d'autres où c'est absolument pas favorable. Et là-dessus, moi, je trouve que c'est de l'énergie perdue pour rien, parce qu'on sait qu'il y a d'autres endroits où c'est favorable, où ça serait tellement cool de mettre cette énergie-là, et donc il faut y aller là où il faut, là où on peut Désolée, changer, oui, parce que c'est comme ça qu'on pourra montrer l'exemple. je suis d'accord, mais eux t'appellent. Donc, s'il y a quelque chose dans leur inconscient qui sait que ils ont peut-être besoin de qualité. Et ce que vous avez dit, vous tous là, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, les premières coupes, c'est dans l'informatique. Mais parce qu'il y a encore, pour moi, hein, ce que je pense, c'est qu'il y a encore des entreprises qui n'ont pas compris que l'informatique, euh, c'est plus comme avant. Donc, ils essaient de résoudre leurs problèmes comme avant, sauf que le monde a changé. On n'est plus dans les mêmes problèmes, donc tu ne coupes plus l'informatique. C'est un non-sens de couper les budgets d'informatique. Tu nous refais une Covid-2, ben, ces entreprises sont mortes sans informatique. Mais tu Elles peux sont garder ton mortes. budget, tu peux garder ton Et budget tu auras IT. ton marketing. Oui, pardon. Ils coupent l'IT, mais ils auront leur marketing, ils auront tout. Mais ils ne Mais pourront mais tu plus peux garder ton fonctionner. budget IT et puis descendre ton budget testing, puisque finalement, la ligne, elle est pas loin, quoi. Moi j'essaie de me mettre en empathie des testeurs qui sont dans ces écosystèmes-là. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Olivier sur les problématiques de recrutement et donc pour moi d'employabilité, du coup, avec l'évolution entre guillemets, du métier. Il y a tout un ensemble de gens qui vont rester malheureusement sur le carreau, qui vont être inemployables. Le problème, c'est que moi j'en ai vu, ils ont juste 30 ans. Mm. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de volume d'entreprises qui sont en train d'avoir ne serait-ce qu'un début de réflexion de changement pour accueillir ce volume de personnes présentes qui vont, entre guillemets, rester sur le carreau le carreau. Venez Donc, au quand on parle de Québec, qualité testing, il y on a en beaucoup de cherche gens, un. malheureusement, qui ne savent même pas qu'il existe un groupe sur LinkedIn, qui ne savent même pas que Mistral Testing existe, qui ne savent même pas qu'on est en train de faire ce truc-là aujourd'hui Oui, tous oui. ensemble. Mais Benjamin, ces Voilà, quoi. gens-là, de toute manière, ils n'y arriveront pas, et c'est dommage, c'est la loi aussi de la vie, et c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, on est là, si on veut changer le monde, on le change, et puis s'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas, ou des environnements sur lesquels il n'y a pas de changement, ou des personnes qui ne sont pas aptes au changement, ben, ils resteront, et c'est pas très grave. C'est comme tout, hein, le monde est fait de différences, il faut aller vers là où l'excellence, elle a lieu. En tout cas, moi, c'est ma vision. Il faut aller là où on peut vraiment bouger les lignes, faire que l'excellence soit vraiment un vrai point fort des entreprises. Et l'excellence ne peut pas être autre que la qualité. Et la qualité, ce n'est pas le test, c'est l'observabilité, c'est le fait d'être optionné, c'est la qualité ce que disait tout à l'heure, combien mon client me note, la satisfaction client. C'est ça la qualité. Et les entreprises qui auraient compris ou qui sont favorables à ce changement, bienvenue. Et puis, de toute manière, à la fin, ils finiront pionniers. Ils finiront pionniers, ils seront très, très bons. Aujourd'hui, je pense pas que les personnes restent sur un produit si le produit il correspond pas aux besoins, si le produit il n'est pas fiable, si le produit n'est pas qualitatif. Il est, quoi, en tant qu'utilisateur, je pense nous les premiers, vous prenez vous installez une app, elle bug 3 fois, vous l'utilisez plus. Je sais pas vous, mais moi en tout cas je l'utilise plus. Et c'est comme ça quoi. La loi du marché, il y en a tellement des boîtes qui poussent, bah, les meilleurs resteront, les moins bons partiront. C'est pas grave. Je pense que tu n'as pas vécu, mais Christophe va pouvoir nous en dire un peu plus, tu n'as pas vécu les contextes ESN avec des demandes très farfelues de clients. Et je ne vais pas critiquer les ESN, parce qu'il y a du tout, il y a du bien comme il y a du moins bien, mais c'est une question de personne. Mais dans les produits, des fois, dans les projets à faire, dans les produits à livrer, il y a des fois, tu as juste des choses de non-sens. Et avoir du zéro sur les marketplaces, c'est juste le dernier souci. Ça permet juste de cramer du budget. Tu dis quoi aux équipes qui essaient quand même d'avoir une motivation là-dessus? Tu leur dis démissionnez tous, allez voir ailleurs. Ben En non, en fait, fait, le on se ailleurs, ça va retrouve être une auto souvent, SN et puis ils vont peut-être avoir le même contexte. on se retrouve souvent en position, enfin, lorsqu'il s'agit de l'idée des gens, de l'entraîneur d'une équipe de foot qui n'a pas le choix sur les joueurs qui sont présents. Donc on change d'équipe. À un moment donné, elles sont toutes pareilles. Il y a toujours des vilains petits canards.
en fait. Mais là, pour le coup, au-delà ok, passer d'une équipe à l'autre, qui est peut-être une stratégie, attention, hein, je n'ai pas de souci avec ça. Tant qu'il y a du marché, moi je me souviens par exemple, après le 11 septembre 2001, c'était pas la même blague. Le premier qui venait, qui voulait bien de soi, c'était très bien. Là, c'est vraiment notre contexte. Il faut vraiment essayer d'en profiter. On est en pleine révolution qui n'a pas terminé, quoi, qui va faire encore évoluer les lignes. Là, évidemment, progressivement, on se pose la question de comment faire pour ne pas tester, qui est en fait le vrai objectif du test. Essayer de ne pas tester, ça veut dire qu'en fait, on a fait tout ce qu'il fallait avant, en fait. C'est ça qui est important, hein, je pense. Je pense pas que le but, ça soit pas testé. Hein. Le titre de ce soir, c'était clickbait. Hein. Moi, faire de la qualité sans test, je sais pas. Par contre, faire de la qualité, je sais que c'est pas uniquement des tests. Tout comme l'automatisation, qui est le paradigme vers lequel tout le monde va, ça ne suffit pas. Hein. Tu as cité tout à l'heure le RST, ouais, évidemment. C'est qu'un outil, l'automatisation. Un sous-outil au service du testing qui lui-même est un outil au service parce de que la le niveau construction C, du produit. Donc, le niveau C est très sensible quelque part au mode. Et pour le coup, il y a des sirènes qui disent automatisation, automatisation, automatisation. Ah ben à la fin, ils veulent faire comme leurs collègues. Et donc, du coup, ils vont vers c'est ce le même truc sens. que on parlait d'archi, des microservices, des trucs. Les mecs qui suivent les modes, ils ont pas compris c'était pour faire quoi, c'est quoi leur point de départ, quoi. Enfin, c'est un peu le même truc. Après, Agilité, tout ça. l'automatisation, elle est un peu obligatoire quand même. On est d'accord que c'est pas ça qui va C'est un remplacer bel un outil. bon testeur. Ça va remplacer des mauvais testeurs, ça c'est sans aucun doute. Ça remplacera pas un bon testeur, mais c'est vrai que c'est un outil en plus. Olivier disait ça a une couverture qui est ridicule, oui, mais une couverture ridicule, c'est mieux que pas de couverture du tout. Mais dans un En des fait, slides, là- Thomas, là, il y avait l'exemple que j'ai mis un petit peu en filigrane, qui était ce que j'ai pu voir à Singapour. Qui a déjà été à Singapour? Non. Non, pas Singapour. Là-bas, il y a un métro, il y a deux lignes de métro, en fait, qui ont été construites avec la méthode B. C'est la même méthode qui a été utilisée pour la ligne 1 et 14 à Paris. À savoir, c'est une méthode de travail qui dit qu'en fait, on ne vient pas tester le code, on vient le démontrer, ce qui est bien sûr le cran nettement au-dessus. Hein. Le test, si vous regardez bien, quand on veut montrer qu'une courbe est croissante, on prend 2 points, on constate que celui-ci est supérieur à celui-là, donc c'est croissant. Évidemment, ce n'est pas une démonstration, hein, c'est quel que soit X appartenant à l'intervalle et compagnie. Eh bien, en fait, ils ont fait cette ligne en question avec la méthode B. Donc, le code était démontré, donc c'était parfait quelque part. Sauf qu'en fait, un jour, il y a eu un gars qui a mis un chewing-gum sur la cellule photoélectrique qui empêche que la porte se ferme sur les passagers, qui fait très mal, bien sûr, le lapin, bien sûr. Ouais. Et du coup, en fait, la rame était bloquée, donc le métro était bloqué, donc la ligne, donc les deux lignes, en fait, ils ont mis 4 heures pour qu'on trouve le chewing-gum. Et pendant ces 4 heures, ce n'était pas juste le métro qui était bloqué, c'était le pays entier qui était paralysé. Hein. Et bien, du coup, la solution qu'a trouvée Singapour, c'était d'interdire le chewing-gum à la vente, parce que c'est une dictature. C'est à cause de ça. Je savais que c'était interdit, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Singapour, ils sont un peu bizarres à Singapour. Ils ont si c'est encore le cas, ils ont des sirènes à l'intérieur des voitures qui se mettent en route quand tu dépasses les limitations de vitesse. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit un bon exemple. Pour le coup, ça t'invite à ralentir. Pour le coup, je pense que ça doit être efficace pour ralentir. Ouais, ça marche. Okay. Cool. Il y a un truc que je voulais partager. En fait, moi, ce qui m'a donné le goût de la qualité dans le logiciel. Alors, le logiciel, j'ai toujours aimé depuis que je suis gamin. J'ai commencé à programmer vers 9 ans, je crois. Je crois que j'ai pas entendu parler de test unitaire avant genre 15 ans après. Donc ça, c'est un gros problème, mais bon. Je faisais mes tests moi-même à la main, à l'ancienne. Quoi. Mais en fait, ce qui m'a vraiment donné le goût de la qualité, ou plutôt le dégoût de la mauvaise qualité, c'est la proximité avec les clients, les utilisateurs. Ma première expérience professionnelle, c'était de développer des systèmes de guidage pour les musées, des systèmes à la fois logiciels et hardware. Et avec mes collègues, on allait installer dans les musées, donc on était face aux clients, nez à nez avec le grand patron du musée. Et quand il y avait un bug, en fait, on se prenait le feedback client en pleine poire en temps réel. Et je peux vous dire que en fait, ça donne envie de bien bosser. Bien vérifier avant de l'installer, quoi. Ça, c'est le concept qui a été développé par Ancona qui s'appelle Xteams. Xteams. Ouais.
Regarde D'accord. ça tu trouveras des articles sur ResearchGate, même si elle a publié un livre qui est disponible sur Amazon. Et ce concept en question pousse en fait à ce que dans l'équipe, il y ait un petit peu ce rôle de réseautage et d'ambassadeur pour que l'équipe, quelque part, sorte un petit peu de derrière son écran. Hmm. Et- Et je trouve ça génial parce que déjà, ça fait une boucle de feedback la plus petite possible. Donc, c'est génial en termes d'amélioration. Et surtout, ça m'a sensibilisé à me dire que en fait, le logiciel que je suis en train de développer, il y a vraiment des gens, des humains au bout. Et si on a un minimum d'empathie pour ces gens ou qu'on arrive à se projeter en tant qu'utilisateur de ce logiciel, on n'a pas envie que le truc fail. On n'a pas envie de passer pour des guignols qui font du travail de cochon. Et du coup, Le terme plus ancien, c'est Gemba Walk, il faut aller sur le terrain. C'est là que se passe l'innovation. C'est Gemba, typiquement c'est ce que le je, terme c'est japonais. typiquement ce que je poussais, moi, Olivier, en formation, ISTQB. Ça en fait pas forcément partie dans l'ISTQB. Mais la première question que je posais aux gens en formation, c'était qu'est-ce qui peut vous arriver de pire sur votre logiciel? Et la plupart des gens, en fait, répondaient ah bah, le client n'est pas content, tout comme ça. Et aucun ne pensait, en fait, à ce que des gens puissent mourir par l'usage d'un logiciel. Personne ne se projetait sur le fait que demain, tu peux mourir. Et pourtant, des exemples, on en a plein. On a plein de dysfonctionnements logiciels et matériels qui ont provoqué malheureusement la mort de gens. Et souvent, les équipes n'ont pas cette prise de recul. Ils ne se rendent pas compte que quand tu travailles sur un logiciel pour croiser des, je sais pas moi, des données qui vont peut-être être consommées en fait par du trafic ferroviaire derrière pour gérer finalement le système d'écuyage au niveau ferroviaire, et que bah, si les données sont pas bonnes, tu as deux trains qui se rentrent l'un dans l'autre. Ah oui, effectivement, c'est pas la même. Et des gens ne se posent pas cette question en fait. Ils sont très terre à terre sur le projet. On est encore une fois sur une mission de projet. Les projets d'ailleurs de big data, là, ça me fait bien marrer parce qu'on focalise sur la data, mais on focalise sur la structure de la data. Réfléchissez à que fait cette data, à quoi sert cette data. Ok, il y a la structure, il y a la rapidité d'accès, tout. Et pourquoi elle est là cette data, à quoi elle sert? Si elle sert à éviter que les trains se collisionnent, on va peut-être faire un petit peu attention à la qualité de la data. Par exemple, alors, les projets de big data, c'est génial pour justement On ouvre un autre thème. trouver des cas d'usage tordus. C'est tellement un énorme débat. Je suis tellement d'accord avec ça, Benjamin. J'ai tellement vu ça à plein d'endroits où on se crée. Ah, on va créer une équipe data, on va faire de l'innovation. Trop cool, vous avez plein de données, mais ils sont pourris. C'est génial. mais tellement. Peut-être parce que bon, le temps cool. Moi, j'aimerais bien dire un petit mot avant de partir, parce que malheureusement, je vais devoir partir à 45. Très sincèrement, moi, je pense que est-ce qu'on peut faire de la qualité sans test? Je pense absolument pas. Ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Arnaud. Par contre, moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que le test est la responsabilité du quality engineer ou du quality assurance engineer ou voilà du quality engineer point. Voilà, pour moi, la question est plutôt là. À qui revient cette responsabilité du test? J'ai vu tout à l'heure la partie sur les slides très amigos. J'ai vu qui avait écrit ça. Mais moi, je pense que vraiment, il y a un vrai sujet sur comment rendre en fait ces équipes responsables de la partie test et comment développer les missions des équipes QA pour que ça soit pas réduit au test. Voilà, c'est tout pour moi et j'ai vraiment adoré échanger avec vous. C'était ultra intéressant. J'ai bien une réponse à te proposer. Moi, Farah, à ta question, qui est responsable? Pour moi, c'est celui qui déclenche ce pourquoi le projet existe. C'est Dieu. Exactement. C'est-à-dire que, non, mais, la RCA et la route cause le responsable, ça. Et revenons à des aspects purs juridiques, au moins en France. Une entreprise demain provoque par je ne sais quelle raison des morts directement liées à leur logiciel. C'est le patron de l'entreprise qui va potentiellement en tôle et qui est responsable. Hop, Volkswagen. C'est pas lui qui fait l'homme de l'art, c'est nous. C'est donc vers lui que va se tourner le problème. Le principe de délégation, c'est donc ta faute. Donc le CEO, il ne sera jamais en prison pour ça. On n'est pas sauvé avec ce problème-là en plus de tout ce qu'on avait déjà à faire. Là, si en plus on se retrouve en prison, alors là. Si une délégation de service, effectivement, c'est la société prestataire qui est responsable. Et donc, potentiellement, le responsable de cette société prestataire, ou par délégation, le responsable d'agence. Le Dieselgate, il a été démontré que c'était le développeur qui, pareil, comme ça, à un moment donné, je me suis retrouvé en position de CHSCT, et on t'explique par A plus B que, ben oui,
tu es l'homme de l'art, c'était ta mission, c'est donc toi qui es responsable. C'est ça le problème. Peut-être au niveau Après, il faut qu'on te professionnel, mais donne au les niveau moyens juridique, de. je suis pas sûr. Au niveau juridique, je suis pas sûr. Au niveau juridique, directement. L'exemple du grutier qui est expliqué en cas d'école. Le grutier devait monter dans une grue sous la pression du management. Le grutier disait, il y a du vent, si j'y vais, ça va poser problème. Tu montes ou t'es viré. Le mec, il est monté. La grue est tombée dans une cour d'école. C'est lui qui était responsable, juridiquement parlant, littéralement. Parce qu'il y Ouais, a après, il faut délégation. qu'on C'est te donne cruel. Alors, je parle pas du grutier, je suis désolé pour lui, mais après, il faut qu'on te donne les moyens d'exécuter ta mission dans de bons cas. Qui est-ce qui est responsable des tests? Bah, c'est celui à qui on a donné un budget temps pour les écrire, hein. Ça peut être les développeurs, ça peut être des testeurs, ça peut être des automaticiens, ça peut être tout ce monde-là en même temps. En tout cas, il y a un truc qui est clair, c'est que si on dit les tests Walou, nous, ce qu'on veut, c'est des fonctionnalités, bah, il n'y a pas de test, hein. Et ça, la responsabilité, elle est voilà, sur le chef de projet, entre guillemets, enfin sur le responsable du projet ou du produit, et elle se situe généralement à des niveaux de management. Ce serait intéressant Oui. vraiment d'étudier la question juridiquement, parce que je pense que d'un pays à l'autre, c'est pas en plus les mêmes, Non, les mêmes c'est pas la juridictions. même chose. Mais ça Et serait très intéressant de voir où se situe la vraie responsabilité. On parlait de prise de perspective des équipes. Donc, effectivement, il y a la prise de perspective par rapport à l'empathie dont parle Olivier. Mais la conséquence, effectivement, juridique sur ta propre existence, Et au-delà de la compétence ça juridique, serait intéressant. Uncle Bob essaie d'expliquer comment ça, on l'envoie l'argent à travers de façon trop dogmatique, et hélas, que c'est la responsabilité du développeur. Même si elle a fait, il peut ne pas être accusé parce que la juridiction est différente, mais c'est sa responsabilité de prendre conscience que ça peut tuer, etc., etc. Ah oui, la prise de conscience, oui. Mais après, quand je dis juridique, moi, c'est grosso modo, il y a un juré qui dit bah, vous allez en tôle. Et chaque pays est différent. Qui va en tôle Grosso En modo, qui France, va en tôle on a une obligation de maintenance et donc de SAV, alors qu'en Hollande, ils ont obligation de test par rapport à la loi. Ce qui est deux approches vraiment différentes, hein. Ça, c'est intéressant aussi parce que pour moi, si c'est pas le patron de la boîte, ça serait plutôt. Moi, j'irais voir le gars qui a fait le commit. Oh, le pauvre. Vraiment, oui. le bug, la personne qui a introduit l'anomalie dans la code base, j'irais voir cette personne-là. J'irais pas Ouais, voir la mais personne qui a mal testé ce truc. Ouais, mais si c'est pas un problème qui est dû au commit, si c'est un problème d'infrastructure client qui est différente de l'infrastructure de développement et que le développeur il y peut rien, le pauvre. Tu le crucifies aussi? Le problème, c'est que le CEO a plus d'argent pour payer l'avocat que le développeur. Je pense que ça tire effectivement des enjeux, à mon avis, des jurisprudences. S'il en existe, ça doit être assez intéressant à voir, en tout cas. C'est compliqué. Et Benjamin, je veux juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Effectivement, après, il y a quand même une différence ayant travaillé dans les secteurs normés et non normés. Les secteurs normés où il y a le médical, les trains, les voitures, des choses comme ça, clairement, on est un peu plus sensible à la qualité et le besoin de bien faire les tests quand même. Et j'y oppose l'autre monde où clairement, là, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est sûr que la FDA, par exemple, aux États-Unis, de toute façon, c'est simple, tu passes pas le tampon, tu commercialises pas. C'est ça. Après, passer le tampon peut parfois être aussi une farce, mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est autre chose. Ça, c'est encore un autre débat, mais effectivement, tu es censé, en tout cas, expliquer par A plus B que tu as tout un processus qui t'assure que tu vas faire quelque chose de qualité. C'est ça. Après, mais bon. tu peux composer avec ça. Est-ce que vous voyez, parce qu'encore une fois, on parle de tests, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ouais. Est-ce que vous voyez des trucs qu'on n'aurait pas évoqués, qui participeraient à la gestion de la qualité et qui ne seraient pas du domaine du test ou d'un truc un peu apparenté, hein, on ne joue pas sur les mots, vérification, validation. Craftsmanship. Ouais, craftsmanship, je suis d'accord. On en a parlé, excellence, oui, pour moi, ça fait partie, sachant que le logiciel parfait, pour moi, il n'existe pas, c'est un mythe. Donc, c'est pas forcément excellence, pour moi, c'est suffisamment bon.
acceptable. Parce qu'Inoff, Mais il est moi, je- relatif, la qualité est relative. Donc, c'est pour ça que je disais, chacun va avoir sa notion de qualité. Maintenant, c'est trouver un espèce d'équilibre entre tout ça, mais surtout cet équilibre, il doit aller avec les objectifs de l'entreprise. Parce que tu peux aussi trouver un équilibre, mais ça ne va pas du tout avec les objectifs de l'entreprise. Et là, pour moi, il n'y a pas de qualité. Et tu peux même avoir, si tu veux, allez, on va aller jusqu'au bout. Tu trouves l'équilibre entre tout ça, ça va avec les objectifs de l'entreprise, mais l'entreprise était à côté de la plaque par rapport aux besoins clients. Pas de qualité. Pour moi, le sujet dont Ça. j'aurais peut-être traité, c'est le principe d'amélioration continue ou Kaizen, ou je sais pas Ouais. comment on veut l'appeler. Puisque si on se dit que on ne peut pas atteindre l'excellence absolue, ça n'existe pas. Il n'y a pas de logiciel idéal ou de produit idéal. Par contre, on peut essayer d'atteindre le but asymptotique. En fait, on peut se rapprocher le plus possible, et on peut toujours faire mieux. Et sachant qu'en plus, les besoins clients ou les besoins business évoluent. Donc, ce qui était parfait la semaine dernière ne l'est plus cette semaine. Donc, il faut pouvoir réajuster. C'est Et le du deuxième coup, but de Christophe. moi, c'est ce truc-là que j'ai du mal à mettre en place dans mon entreprise. C'est très bien, il y a des bugs, machin, il y a des anomalies, des incidents, des erreurs de conception, des choses comme ça. Maintenant, j'aimerais que les équipes prennent du temps. J'essaie de travailler avec l'équipe agile, je pense qu'elle aussi est très alignée avec ça. Comment ces équipes-là, qui d'habitude font que du run, du rush pour avoir leur sprint et leur bonus, prennent un peu de recul et se disent, voilà, comment on aurait pu éviter ces 3 incidents ce trimestre? Comment on aurait pu ne pas avoir ces bugs? Comment on aurait pu s'apercevoir que c'était pas la bonne feature pour nos clients plutôt que de développer un truc pendant 3 mois, de faire un A/B test et de s'apercevoir qu'en fait c'était complètement bidon comme hypothèse? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire du fast prototyping en quelques jours avec un PowerPoint ou une allumette et un bout de ficelle? Moi, je Ouais, vois. mais c'est- je suis désolé, hein, je remets la responsabilité sur les managers qui sont censés fournir le cadre à leurs équipes, voilà, pour se former, pour monter en compétences, pour avoir le temps d'assurer leur mission. Et puis, quand ils sont en mode projet, d'avoir une pression raisonnable qui leur permette de prendre en compte des attributs qualité et pas que de la nouvelle fonctionnalité, quoi. Ça me va, mais comment moi, en tant que chef de la qualité, j'agis auprès de ces managers-là? Parce que j'ai Ah ben, aussi c'est pouvoir. justement, je pense que c'est pas ta responsabilité. Mais moi, je parle, Tu peux leur je présenter disais le tout à modèle l'heure, safe. pour moi, c'est une responsabilité des managers. Toi, en tant que responsable qualité, tu peux aller parler au manager en disant, ça serait bien que vous regardiez là. Mais au final, je veux dire, s'ils créent pas cet environnement-là, bah, tu peux rien faire. Tu peux leur lire le management 3.0 ou fais-leur un résumé. C'est pas mal. Je vais devoir vous laisser. Je suis désolée, j'ai une on réunion a qui déjà a pas mal commencé dérapé en plus, nos il problèmes. y a 3 minutes. c'est Moi, vrai, si, ouais, moi, Il est midi pour toi, il est 13h. oui, c'est ça. Enfin, là, il est 13h48. Moi, si je dois vous laisser, si je vous laisse sur des conseils, la communication, collaboration et la bonne communication. Pas la communication pour que les gens s'entendent, mais pour qu'ils voient la même chose. Parce que vous n'allez pas forcément les faire s'entendre. Mais par contre, vous pouvez diriger le regard sur la même chose. On a plus facilement une action là-dessus. Et déjà, ça va amener beaucoup de qualité. C'est les Beaucoup. scissages aveugles et l'éléphant. Pardon? C'est les scissages aveugles et l'éléphant. C'est une Ok. fable indienne. On demande à sissage aveugle de décrire un éléphant. Donc on amène le premier aveugle devant le ventre et dit mais c'est un mur. Pour moi un éléphant c'est comme un mur. Après devant les pieds, ah mais c'est des piliers. L'autre devant la trompe et dit mais ça, ce truc, et etc., etc. Et en fait tous ont tort et tous ont raison. Et c'est un petit peu souvent lorsque C'est on exactement regarde, ça. ouais, c'est une philosophie indienne ce truc-là, le jaipurnisme de mémoire. Et en fait, le problème, c'est que c'est très difficile de faire le tour de cet éléphant. Très difficile. Bah, c'est ça. Eh ben, je ne connaissais pas, bah, c'est la même logique, c'est que je donne raison à tout le monde et c'est l'ensemble qui va nous donner la vraie vérité.
l'objectif, etc. Je vais devoir vraiment vous laisser. Oui, Iman. C'est pas bien d'être en retard ici. Et Imen, pour compléter, pour moi, ce que tu viens de dire, juste, c'est laisser les gens, ayez confiance en eux, quoi. Laissez-leur parler entre eux. Le développeur va pas bouffer le client va pas bouffer le développeur, hein. Je vous assure que par mail interposé, ils peuvent se bouffer. Dès que les gens se voient, tout de suite, il y a une animosité qui est ouf. Le rôle du Parce qu'il y a manager, c'est de organiser des l'humanisme. repas. Mais non, mais il y a de l'humanisme qui rentre en jeu. Ça, pour le coup, je te trouve vachement optimiste. Je peux te présenter à 2-3 clients. Ah, non, mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est très optimiste, mais c'est un peu bisounours. Mais aimez-vous les uns les autres et vous verrez que vous arriverez peut-être à construire des choses ensemble, quoi. On peut avoir des divergences, mais Bon, allez, ça se partage, les je vous laisse divergences. vraiment. Salut, Iman. Allez, salut, à bientôt. Bonne journée. Merci. Les divergences, pour moi, ça se partage. Et puis, à la fin, il peut y avoir quelqu'un qui va trancher sur cette divergence. Mais quand on a pu tous exposer son avis, je pense que ça passe beaucoup mieux que de jamais avoir pu, le CRS, exposer l'avis aux personnes clés derrière. Et puis, je pense que c'est beaucoup plus constructif de toute façon, quoi qu'il arrive. Je suis d'accord, Arnaud, ça peut être compliqué parfois. Ouais. On n'avait pas cité la loi de Conway encore, donc voilà, c'est fait. Il y a un truc qui me dérange dans tout ça, en fait. On dit effectivement, Arnaud, tu disais, c'est la responsabilité des managers. Moi, je l'entends tout à fait, hein, parce que j'étais manager IT auparavant. Je comprends tout à fait, mais ce qui m'intrigue quand même, c'est que le sujet qu'on aborde là, ou d'autres sujets liés à la qualité, ça intéresse que nous, en fait. Et c'est ça le vrai problème. Pourquoi est-ce que dans le grand cadre, dans le grand monde du software engineering, il y a des spécialités tels que des architectes qui font des conférences à des architectes, il y a des QA qui font des réunions avec des QA, il y a des Audicom, on rencontre un Audicom, exactement. C'est ça, et c'est ça le vrai problème de la qualité, c'est pourquoi ce truc-là, c'est pas simplement un vecteur, une dimension de tout le reste, plutôt qu'un sujet à part entière. Donc, moi, j'aimerais bien que les devs qui font des conférences sur PHP parlent de qualité aussi. Mais je pense que ça vient tout doucement, mais effectivement, c'est pas encore un sujet partagé par tout le monde parce que c'est moins stratégique que les nouvelles fonctionnalités, faire de l'argent, voilà. Mais comme disait Iman, je crois tout à l'heure, dans un contexte qui va être de plus en plus concurrentiel parce que ça va pas s'améliorer, ça va peut-être le devenir. Et d'ailleurs, franchement, je sais pas vous, mais moi, je suis chassé en permanence plusieurs fois par jour. C'était pas le cas il y a 10 ans, quoi. C'est clair. Mais du coup, tu poses la question, Sylvie, les communautés de pratique, en fait, ont-elles une réelle pertinence? Apportent-elles un bienfait? Ou au contraire, cherchent-elles encore à siloter par rôle la qualité? Une communauté de pratique, c'est chacun son prisme. Horizontaliser un peu plus des communautés de pratique, effectivement, que ce soit des PO, Dev, Archi, QA, Ops qui se parlent un peu plus. En fait. Faut arrêter de se le garder pour soi. Il faut arrêter que ça soit une chasse gardée. Puis il faut arrêter de parler de QA, il faut parler de qualité. Et voilà. Moi, dans ma boîte, malgré le fait qu'on ait largement communiqué sur le fait qu'on avait un nouveau paradigme, qu'on n'avait plus de testeurs attitrés, donc c'était le métier, on a expliqué ces principes de shift left, shift right et compagnie, BDD et autres. Moi, j'ai des gens qui me contactent, me disent voilà, on va bientôt livrer un projet, on aura besoin de vous pour faire nos tests end-to-end. Mais non, mais pourquoi? Mais quoi? Test end-to-end de quoi? Selon quels critères? Et pourquoi vous nous appelez 6 mois après, quoi? Mais c'est fou. C'est vrai, parce que tu disais, Antoine, sur le ROI de l'automatisation, tu poses une question sur des sujets qui sont devenus un non-sens, en fait, en tant que tel. Ouais, carrément. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!